Si je suis cette marque invisible, Marc, alors arrête la voiture. Je m'en vais disparaître comme il faut. Attendez, ne partez pas. Isabella Brox a passé des années assise à la place que les autres choisissaient pour elle, dans le coin des fêtes, derrière les décisions, exclue des conversations importantes. Ce soir-là, en quittant un dîner dans l'Upper East Side, son mari a installé sa maîtresse sur le siège avant et a ordonné à sa propre femme de monter à l'arrière, comme s'il s'agissait d'une énième humiliation mineure. Marc croyait qu'Isabella rentrerait à la maison en silence, comme toujours. Mais au milieu de Park Avenue, elle a demandé à descendre, et ce qui ressemblait à une scène de jalousie était, en vérité, le début d'une chute qu'il n'aurait jamais imaginée. Si je suis si invisible, Marc, alors je vais disparaître convenablement. La phrase est sortie de la bouche d'Isabella sans un cri, sans un tremblement, sans ce théâtralisme que Mark Brox attendait d'une femme blessée. La berline noire était toujours garée devant le restaurant chic de Manhattan, le voiturier tenant la portière ouverte et Chloé Jenkins déjà installée sur le siège avant, ajustant ses cheveux comme si cette place lui avait toujours appartenu. Marc tourna lentement le visage, irrité par le ton calme de sa femme. « Ne commence pas, Isabella », marmonna-t-il en vérifiant la montre de luxe à son poignet. « C'est juste un siège. » Chloé sourit en se regardant dans le miroir du pare-soleil. « Oh, Marc, elle s'est vraiment vexée. Quelle réaction excessive. » Isabella gardait sa main sur la bandoulière de son sac à main noire, qui contenait un porte-documents mince et rigide dont elle seule connaissait le poids. « Ce n'est pas une question de siège, dit-elle. » Marc laissa échapper un court rire. « Alors de quoi s'agit-il ? Je ne vais pas alimenter ton mélodrame. » Chloé pencha la tête, feignant la douceur. « Bella va monter à l'arrière juste pour aujourd'hui. Nous sommes en retard. » Et c'est dans cette phrase, dans ce surnom intime prononcé par une femme portant le parfum que Marc avait acheté avec la carte de crédit familiale, qu'Isabella comprit que certaines morts ne font aucun bruit. Le chauffeur, Paul, gardait les yeux fixés droit devant lui, entraîné par des années de service à ne pas être témoin de ce qu'il voyait. L'avenue brillait sous les lumières des restaurants coûteux. Des gens élégants sortaient en riant. Des agents de sécurité fermaient les portes. Les verres s'entrechoquaient encore derrière les vitrines. Isabella regarda Marc, espérant pour la dernière fois qu'il réaliserait la mesquinerie et la violence de ce geste. Il ouvrit la portière arrière avec impatience, comme on ouvre un coffre pour y ranger un objet encombrant. « Monte, Isabella. »« Je ne vais pas me disputer sur le trottoir, » dit-il. Elle demanda presque dans un murmure, « Veux-tu vraiment que j'aille à l'arrière ?» Marc serra la mâchoire. « Je veux que tu arrêtes de te comporter comme une enfant. » Chloé tourna la tête juste assez pour montrer ses boucles d'oreilles en or, souriant à son propre reflet. « Mon cœur, laisse tomber. » Elle a l'habitude de faire des scènes quand elle n'est pas le centre de l'attention. Isabella sentit cette phrase toucher une vieille blessure faite d'anniversaire passée debout près de la table à servir les invités. De brunchs dominicaux en famille où Marc présentait des projets sans jamais mentionner que les premiers tableurs avaient été réalisés par elle, et de voyages où sa place était toujours celle qui restait. Elle monta dans la voiture, non par obéissance, mais pour en avoir le cœur net. Quand la portière arrière se referma, le son étouffait les isola tous les trois dans une capsule de cuir, de parfum cher et de mensonges. Chloé tendit la main vers le tableau de bord et changea de musique sans demander la permission, choisissant une chanson bien trop douce pour la tension qui s'accumulait. Marc regarda dans le rétroviseur, croisa le regard d'Isabella et détourna les yeux avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. « Allons aux Pentouzes » ordonna-t-il au chauffeur. « Arrête-toi d'abord dans le Midtown » dit Isabella. Marc fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle ajusta son manteau crème sur ses genoux, ses doigts effleurant les coutures de son sac à main noir. « J'ai besoin de descendre en chemin » Chloé rit, un rire léger et répété pour paraître supérieur. « Tu vas appeler un Uber au milieu de la nuit juste pour prouver que tu as raison. » Marc ne se tourna pas. Il leva seulement une main dans un geste de lassitude. « Isabella, tu ne vas pas descendre. Nous rentrons à la maison et demain tu pourras parler quand tu seras moins sensible. » Elle regarda sa nuque, cette posture d'un homme habitué à être obéi même quand il avait tort. « Tu parles encore comme si la maison était un endroit où j'ai la moindre envie de retourner. » Pour la première fois, son silence dura une seconde de plus. La voiture avançait dans New York avec la lenteur élégante des riches coincés dans les mêmes embouteillages que tout le monde prétendait maîtriser. Les lumières de la ville coupaient les vitres de traînées dorées,
et Isabella vit son reflet se superposer au visage de Chloé dans le rétroviseur avant. La maîtresse avait 28 ans, une beauté calculée, des ongles impeccables, une voix douce lorsqu'il y avait un public, et venimeuse quand il n'y en avait pas. Marc l'avait rencontrée lors d'un lancement immobilier à Hudson Yard, la qualifiant d'abord de consultante en images, puis d'amie, et enfin de personne, qui comprenait sa situation. Isabella n'avait jamais demandé quand elle était devenue plus que cela. Non pas parce qu'elle l'ignorait, mais parce qu'à un certain point, poser la question revient à offrir à l'autre l'occasion de mentir une fois de plus. Le téléphone portable d'Isabella vibra dans son sac. Sur l'écran, un court message d'Hélène Carter, « C'est prêt ». Elle verrouilla l'appareil avant que la lumière ne puisse trahir quoi que ce soit. Marc, à travers le rétroviseur, remarqua le mouvement. Qui était-ce? Isabella rangea son téléphone. Personne que tu aies jamais considéré comme important. Chloé émit un bruit moqueur. Oh, quel mystère! Isabella répondit sans la regarder, un mystère, c'est quand on ne sait pas. Toi, tu es juste en retard sur l'actualité. La phrase ne fut pas prononcée fort, mais elle changea la température dans la voiture. Chloé se redressa, offensée non pas par l'insulte, mais par l'absence de peur. Marc tourna la tête de côté. Fais attention à ce que tu dis. Isabella appuya son dos contre le siège arrière et, pendant un instant, vit la scène comme si elle était hors de son propre corps. Le mari sur le siège avant, la maîtresse lui touchant le bras, la femme à l'arrière reflétée dans des morceaux de verre. Combien de fois avait-elle accepté de n'être qu'un reflet? Durant la première année de mariage, Marc disait que c'était temporaire, qu'il devait maintenir certaines apparences devant sa mère, devant les investisseurs, devant les associés. Durant la deuxième, il commença à voyager sans prévenir. Durant la troisième, Isabella cessa d'être invitée aux réunions où ses propres actifs étaient cités comme garantie morale de la famille Brox. Durant la quatrième, Chloé apparut. Durant la cinquième, Marc ne cachait plus sa totale absence de pudeur. « Tu as raison, dit Isabella. Je devrais faire attention à ce que je dis. C'est pour cela que j'ai attendu si longtemps. » Marc expira bruyamment par le nez. « Attendu quoi? De me menacer ?» Elle regarda par la fenêtre alors que la voiture approchait de Midtown Manhattan. « Non, Marc. Pour être sûr de ne pas le regretter. » Le chauffeur tourna sur Park Avenue, où les immeubles illuminés ressemblaient à des tours de guet surveillant des vies en train de se briser discrètement. Il était presque minuit, mais New York respirait encore à travers les klaxons, les motos, les phares et les pas pressés. Isabella vit de l'autre côté de l'avenue la façade d'un immeuble commercial où une lumière restait allumée au 12e étage. Hélène était là. Le dossier serait prêt lui aussi. Le dépôt de plainte, le gel des avoirs, les notifications, tout n'attendait qu'un mot de sa part. Marc reçut un appel de sa mère et le rejeta avec irritation. Chloé profita de ce geste pour toucher son genou. « Mon cœur, ne la laisse pas gâcher la soirée. Tu as promis que nous passerions par ton Pentouse. » Ton Pentouse? Isabella faillit sourire. C'était impressionnant de voir comment certaines personnes s'installaient dans le mensonge avant même de recevoir la clé. Marc murmura, « Nous y allons. » Puis il regarda à nouveau dans le rétroviseur. Toi, Isabella, tu vas arrêter ce cinéma. Demain, nous déjeunons avec ma mère, et je ne veux pas voir une mine renfrognée. Isabella pencha la tête. Ta mère sait-elle que tu as installé ta maîtresse à l'avant et ta femme à l'arrière? Chloé s'empressa de dire, ta femme sur le papier, n'est-ce pas? Marc ne la corrigea pas. C'était le dernier détail dont Isabella avait besoin. Elle ouvrit calmement son sac et en sortit son téléphone portable. L'écran éclaira ses doigts, bien trop stable pour une femme censée être brisée. Marc le remarqua cette fois avec plus d'attention. « Qu'est-ce que tu fais, Isabella ?» Elle écrivit un seul mot à Hélène, « Maintenant ». Puis, elle verrouilla l'écran. Chloé rit, mais sa voix trahissait une fêlure. « Tu vas publier des citations vagues? Tu vas envoyer des messages vocaux en pleurant à une amie ?» Isabella leva les yeux et croisa son regard dans le miroir. Non, Chloé. Les citations vagues sont pour celles qui veulent encore être comprises. Marc se tourna partiellement contre sa ceinture de sécurité, son corps retenu comme si la voiture elle-même essayait de l'empêcher de faire face à la réalité. Tu dépasses les bornes, dit-il. Paul ralentit à cause d'un feu de signalisation.
La lueur rouge tomba sur le tableau de bord, sur le visage de Marc, sur la bouche de Chloé, sur les mains d'Isabella. On dirait un avertissement, dit Marc durement. Paul, continue de conduire. Isabella se pencha en avant et parla avec une autorité que le chauffeur ne lui avait jamais connue. Paul, gare-toi. L'homme hésita moins d'une seconde, mais cette seconde révéla tout l'empire de Marc. Tout le monde lui obéissait parce qu'il dépendait de lui, parce qu'ils avaient peur de lui, parce que c'était plus facile. Marc frappa du poing sur la coudoir. J'ai dit, continue de conduire. Isabella ne leva pas la voix, et moi, je demande à descendre. Chloé se tourna enfin, abandonnant le masque. Tu vas vraiment faire ça au milieu de Park Avenue? C'est ridicule. Isabella ouvrit son sac et serra le porte-document noir contre sa poitrine. Ce qui était ridicule, c'était de mettre autant de temps à comprendre qu'il n'y a aucune dignité à mendier une place à côté de quelqu'un qui met un point d'honneur à vous reléguer derrière lui. Marc regarda le porte-document, et quelque chose changea en lui. Ce n'était pas encore de la culpabilité, mais l'instinct face à une menace. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle lui fit face. Les choses que tu n'as jamais ouvertes parce que tu pensais que je ne savais pas lire ce que je signais. La voiture se gara près du trottoir, devant un immeuble commercial discret doté d'une guérite de sécurité éclairée et d'un gardien en costume sombre qui observait la rue. Marc détacha sa ceinture. Isabella, donne-moi ce dossier. Elle ouvrit la portière avant qu'il ne finisse sa phrase. L'air de New York s'engouffra, froid, mêlé de gaz d'échappement, de béton et de liberté. Isabella posa un pied sur le trottoir et ressentit de manière presque absurde que son propre corps avait à nouveau du poids. Pendant des années, elle était devenue trop légère entre les mains des autres, poussée d'une pièce à l'autre, d'une excuse à l'autre, d'un silence à l'autre. À présent, tenant le porte-document contre sa poitrine, elle était lourde, réelle. Marc sortit lui aussi de la voiture, irrité, sa veste de costume ouverte, affichant l'expression de celui qui croit encore qu'il suffit de marcher vite pour reprendre le contrôle. Monte dans la voiture. Elle referma soigneusement la portière arrière. Non. Chloé resta sur le siège avant mais baissa la vitre. Marc, laisse-la partir. Dans un instant, elle va le regretter et appeler. Isabella regarda la maîtresse et, pour la première fois de la nuit, ressentit de la pitié. Non pas une pitié douce, mais une pitié lucide. Chloé pensait avoir conquis le siège avant, mais elle ne réalisait pas qu'elle était assise à côté d'un homme incapable de reconnaître quelqu'un comme une personne dès lors qu'elle cessait de lui être utile. Marc tendit la main. Tu vas m'afficher dans la rue? Isabella répondit, non, j'arrête simplement de cacher la honte que tu as construite à l'intérieur de notre foyer. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, frappé non pas par la phrase, mais par le calme avec lequel elle avait été prononcée. Autour d'eux, personne ne savait qui ils étaient. Un couple passa pressé. Un livreur attendait le feu. Le gardien de l'immeuble observait discrètement. Sans public, Marc semblait plus petit. Au fait, au brunch, aux réunions, il avait toujours quelqu'un à impressionner. Là, sous la lumière blanche d'un immeuble commercial, il n'y avait que la femme qu'il avait sous-estimée et le dossier qu'il commençait à redouter. Tu réagis de manière excessive à cause de Chloé, dit-il, essayant de transformer des années de mépris en une simple jalousie. Isabella secoua la tête. Chloé n'est que le nom le plus récent de ton mépris. Il avala sa salive. Tu veux de l'argent? C'est ça? Tu veux négocier? Cette fois, elle sourit. Un sourire petit, triste et définitif. Tu penses encore que tout ce que j'ai perdu peut s'acheter? Son téléphone vibra. Hélène Carter apparut sur l'écran. Isabella répondit sans s'éloigner. Hélène, tu peux déposer le dossier. Marc perdit ses couleurs un instant. Déposer quoi? Isabella garda les yeux fixés sur lui tout en répondant à l'avocate. Oui. Le divorce et les notifications de gel des avoirs également. Le mot divorce n'éclata pas, il tomba lourdement. Marc regarda la voiture, Chloé, la rue, comme s'il cherchait une issue qui ne l'obligea pas à admettre qu'il n'avait rien vu venir. Tu bluffes, dit-il, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Isabella raccrocha et rangea son téléphone. J'ai bluffé pendant des années quand je disais que tout allait bien. Chloé ouvrit la portière passager et descendit, ajustant sa robe moulante vers le bas, ses talons claquant avec colère sur le trottoir. Marc, tu vas la laisser te parler sur ce ton?
Isabella ne regarda pas Marc. Elle regarda Chloé. Tu voulais ma place. Commence par comprendre une chose, il n'a jamais su quoi faire d'une femme qui ne rentrait pas dans les cases qu'il avait choisies. Chloé devint rouge. Tu as perdu, Isabella. L'épouse prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui écoute un enfant répéter une phrase toute faite. Non, j'ai simplement arrêté de concourir pour un prix qui me rabaissait. Marc fit un pas en avant. Tu ne peux pas simplement mettre fin à un mariage au milieu de la rue. Isabella pressa le dossier contre son corps. Je n'y ai pas mis fin à l'instant. Tu y as mis fin chaque jour. Tu m'as mise à l'arrière et tu as trouvé cela normal. Le gardien de l'immeuble s'approcha de la porte vitrée en reconnaissant Isabella. Elle s'était déjà rendue là 3 fois ces derniers mois. Toujours en fin de journée de travail, toujours en utilisant des noms discrets à la réception, toujours en entrant avec la posture de quelqu'un qui ne voulait rien détruire avant d'être absolument sûr. Lors de sa première visite, elle avait pleuré dans les toilettes après avoir remis les documents. Lors de la deuxième, elle avait entendu Hélène lui dire que rester sans protection équivalait à une prison. Lors de la troisième, elle avait signé l'autorisation qui ne serait utilisée que lorsqu'elle déciderait que la fin était venue. À présent, la fin se tenait dans la rue, parfumée d'un parfum cher pour homme, la regardant comme s'il la voyait pour la toute première fois. Marc baissa la voix. Isabella, parlons à la maison. Elle répondit, la maison, c'est là où je peux m'asseoir sans demander la permission. Il ferma les yeux une seconde, irrité par sa propre impuissance. Tu es cruel. Le mot faillit la blesser, mais il arrivait trop tard. Cruel a été de m'apprendre à disparaître et de t'effrayer quand j'ai appris à le faire. Chloé attrapa le bras de Marc. Allons-y. Elle veut juste attirer l'attention. Isabella regarda cette main posée sur la veste de costume de son mari et ne ressentit aucune jalousie. Elle ressentit du soulagement. La jalousie aurait encore été une forme d'attachement. La porte de l'immeuble s'ouvrit et Hélène Carter émergea dans le hall élégant et sérieux, tenant un dossier beige dans les mains. Elle ne traversa pas le trottoir et ne dramatisa pas la scène. Elle attendit simplement, laissant à Isabella la dignité de s'en aller d'elle-même. Marc vit l'avocate et comprit enfin qu'il avait été exclu de quelque chose. Non pas d'une simple conversation, mais de toute une préparation. « Tu as planifié ça ?» demanda-t-il, sa voix désormais basse, presque brisée. Isabella répondit, « Je me suis protégée. » Il y a une différence. Il regarda le dossier noir. Depuis combien de temps? Elle pensa aux anniversaires oubliés, aux nuits passées à dîner seule, aux événements où Marc lui demandait d'arriver plus tard, aux photos où Chloé apparaissait souriante à ses côtés tandis qu'Isabella était coupée de l'image. Assez longtemps pour cesser d'avoir peur du jour où tu m'humilierais à nouveau. Marc essaya de lui toucher le bras, mais elle se recula avant le contact. Le geste fut minime, mais pour lui, dévastateur. Chloé le remarqua et, pour la première fois, regarda Marc non pas comme un trophée, mais comme un risque. Marc, qu'est-ce qu'elle raconte à propos d'un gel des avoirs? Isabella passa devant eux pour entrer dans le hall. Demande-lui ce qui lui appartient réellement. Marc resta immobile, comme si la phrase lui avait retiré le sol sous les pieds. Chloé se tourna vers lui, les yeux plissés. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Pas là. Non sans se rappeler que le Penthouse de l'Upper East Side avait été acheté avec des fonds protégés de la famille d'Isabella, que la voiture utilisée ce soir-là était liée à une structure d'actifs qu'il avait toujours traitée comme une extension de la sienne. Et que la crédibilité de Brox Développement reposait sur le nom de famille silencieux de son épouse au bas de vieux contrats qu'il n'avait jamais pris la peine de lire jusqu'au bout. Isabella s'arrêta à la porte de l'immeuble et jeta un dernier regard à la voiture. Le siège avant était vide, la portière ouverte, la musique jouant toujours doucement. Pendant des années, elle avait pensé que le fait d'être choisie pour ce siège prouverait quelque chose. Ce soir-là, elle comprit qu'aucune place offerte par Marc ne valait plus que son propre départ. Hélène lui toucha doucement l'épaule. « Es-tu sûr ?» Isabella respira. La douleur n'avait pas disparu, elle avait juste cessé de donner les ordres. « Je le suis. » Puis elle entra dans l'immeuble sans se retourner. Dehors, Marc attendit toujours qu'elle revienne. Il attendit 10 secondes, puis 30 secondes, puis une minute entière, comme si le temps pouvait obéir au même ton auquel obéissaient ses employés, sa famille et ses chauffeurs. Chloé parlait à côté de lui, mais sa voix semblait lointaine.
Marc, tu devais régler ça. Elle ne peut rien geler, n'est-ce pas, Marc? Il fixa la porte vitrée où Isabella avait disparu et, pour la première fois depuis des années, ne sut quel ordre donner. La ville continuait sa nuit indifférente. Un bus passa, une moto accéléra, le feu passa au vert. Paul, toujours à l'intérieur de la voiture, ne demanda pas s'il devait démarrer. Marc plongea la main dans sa poche, sortit son téléphone et y trouva 10 nouveaux messages dans le groupe de discussion de la famille Brox. Le premier venait de sa mère, disant qu'elle avait reçu une notification de l'avocate d'Isabella. Le deuxième venait du directeur financier de l'entreprise, nous devons nous parler d'urgence demain matin. Le troisième provenait d'un numéro inconnu, il ne s'agissait que d'une notification formelle. Marc lut le mot dissolution et ressentit le goût sec de la peur. À l'intérieur de l'immeuble, dans l'ascenseur qui montait au 12e étage, Isabella ferma les yeux un instant. Ce n'était pas encore une victoire. Non, c'était juste la première minute d'une vie où personne d'autre ne déciderait de l'endroit où elle devait s'asseoir. Isabella ne pleura pas dans l'ascenseur de cet immeuble commercial de Midtown. Le miroir étroit reflétait une femme pâle en manteau crème, serrant un porte-document noir contre sa poitrine comme si elle tenait les derniers morceaux intacts d'elle-même. Helen Carter se tenait à ses côtés en silence, respectant ce genre de douleur qui n'accepte aucun réconfort avant d'avoir accepté sa propre vérité. Quand les portes s'ouvrirent au 12e étage, la réception était vide, éclairée par des lampes discrètes et la lueur froide d'ordinateurs encore allumés. Il était presque minuit, mais le bureau semblait prêt pour une opération chirurgicale. Sur la table de la salle de conférence se trouvaient des documents organisés, une tasse de café noir, l'ordinateur portable d'Hélène ouvert et une enveloppe portant le nom d'Isabella Brox en lettres sobres. Nous pouvons encore attendre demain matin, dit l'avocate, non pas par doute, mais comme une dernière chance de regretter. Isabella posa le dossier sur la table. J'ai attendu 5 ans. Hélène regarda ses doigts lâcher lentement la sangle, comme s'il lâchait une corde. Alors, commençons. Isabella hocha la tête et ce n'est qu'à ce moment qu'elle réalisa que sa main droite tremblait, non pas de peur, mais de fatigue. Pendant qu'Hélène passait l'autorisation en revue, Isabella s'approcha de la fenêtre. En bas, l'avenue restait animée, indifférente à la fin d'un mariage. Les phares rayaient la rue. Des gens traversaient les passages piétons en hâte. Des immeubles de verre reflétaient d'autres immeubles de verre, comme si New York était une ville faite de miroirs où personne ne voulait voir sa propre solitude. Son téléphone portable vibra pour la première fois. Marc. Elle fixa l'écran jusqu'à ce que l'appel soit redirigé vers la messagerie. Il vibra de nouveau. Marc. Puis un SMS, monte dans la voiture immédiatement. Isabella verrouilla l'écran sans répondre. Hélène, assise à la table, ne lâchez pas les papiers des yeux. Il va essayer de faire passer ta décision pour un coup de tête. Ensuite, il essaiera de la faire passer pour de la jalousie, puis pour de l'intérêt financier. Il est important que tu n'alimentes pas ce récit. Isabella laissait échapper un bref soupir, presque un rire sans joie. Il a déjà commencé. L'avocate poussa le premier document vers elle. Voici la demande de divorce. Cet autre document communique la révocation des autorisations administratives sur les actifs privés. Nous ne faisons rien de plus que ce qui était déjà prévu et documenté. Isabella lut la première ligne. Son nom y paraissait étrange. Si formel, si entier. Elle signa. Le stylo griffa le papier avec un son léger mais définitif. Au rez-de-chaussée, Marc était toujours debout à côté de la voiture lorsqu'il reçut la première notification officielle sur son téléphone. Il ne comprit pas immédiatement. Il y avait trop de mots, trop de jargon juridique, et il avait toujours méprisé ce qu'il considérait comme de la bureaucratie de coulisses. C'était le travail des assistants, des comptables, des avocats, des gens payés pour faire tourner sa vie sans qu'il ait à se salir les mains avec les détails. Chloé essaya de lire par-dessus son épaule, impatiente. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle vraiment demandé le divorce? Marc fourra brusquement le téléphone dans sa poche. C'est une tactique de pression. Elle veut me faire peur, mais son visage disait le contraire. Paul, le chauffeur, restait sur son siège, les mains sur le volant, faisant semblant de ne pas entendre. Chloé croisa les bras. Alors allons aux Pentouzes. Tu pourras l'appeler de là-bas, ou mieux encore, laisse-la dormir seule, et demain elle reviendra en rampant. Marc regarda la porte de l'immeuble où Isabella était entrée.
La colère l'aidait à respirer. Elle revient toujours, dit-il comme s'il s'agissait d'une loi de la physique. Chloé sourit, reprenant confiance. Alors viens, je ne vais pas rester sur le trottoir à cause d'un drame d'épouse. Il monta dans la voiture, mais en s'asseyant, il remarqua le siège arrière vide à travers le rétroviseur. Pour la première fois, le vide parut plus grand que sa présence. Le trajet jusqu'aux pentous de l'Upper East Side fut court et pesant. Chloé parla presque tout le long. D'abord en se moquant d'Isabella, puis en exigeant des garanties, puis en essayant de se montrer compréhensive lorsqu'elle remarqua que Marc ne riait plus. Elle a toujours été froide avec moi, tu sais, dit-elle en lui touchant le bras. Je voulais juste que tu sois heureux sans cette énergie lourde à la maison. Marc répondit par un grognement vague. Dans sa tête, les images se mélangeaient. Isabella entrant dans l'immeuble. Helen Carter waiting dans le hall. Le mot gel apparaissant dans le message. La phrase « Demande-lui ce qui lui appartient réellement ». Il connaissait cet appartement comme il connaissait son propre reflet. Il y avait amené des partenaires pour boire un verre, y avait accueilli des investisseurs, avait laissé Chloé dormir dans des draps italiens, tout en se disant qu'Isabella s'en moquerait si elle ne le savait pas. Quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble, le concierge de nuit sortit de sa loge avec une expression mal à l'aise. « Bonsoir, monsieur Brox. » Marc descendit, déjà agacé. « Ouvrez le garage. » Le concierge avala sa salive. « Monsieur, il y a eu une mise à jour du registre des accès il y a quelques minutes. Votre accès est temporairement suspendu jusqu'à confirmation par le propriétaire. » Chloé sia. « Comment ça, le propriétaire ?» Marc sentit le sang lui monter au visage. « Tu sais à qui tu parles, Robert ?» Le concierge baissa les yeux. « Oui, monsieur, c'est pourquoi je vous informe avec respect. » La scène devant l'immeuble était d'autant plus humiliante pour Marc qu'elle était discrète. Il n'y eut pas de cris. Il n'y avait pas de caméra braquée sur eux. Il n'y avait pas d'autre public que Chloé, Paul et un concierge qui voulait disparaître sous son uniforme. L'immeuble, avec sa façade élégante, son jardin vertical et son éclairage chaleureux à l'entrée, restait impassible. Marc sortit son téléphone, appela le gestionnaire de la copropriété et entendit l'appel coupé. Il rappela. Rien. Chloé fit un pas en arrière, son visage perdant son éclat triomphant. Marc, cet appartement est à son nom. Il se retourna, impatient. Il est dans un trust familial. Ce n'est pas si simple. Chloé rit, mais sans humour. Son trust familial? La question toucha sa fierté. Tu ne comprends rien à ces choses-là. Elle plissa les yeux. Je comprends quand on me laisse sur le trottoir. Le concierge essaya d'adoucir le coup. Monsieur, vous pouvez laisser un message ou attendre l'autorisation demain matin. Marc faillit explorer, mais il y avait quelque chose dans le mot autorisation qui le frappa de plein fouet. Toute sa vie, il avait autorisé. Il avait permis. Il avait choisi qui entrait, qui s'asseyait, qui restait. À présent, dans l'immeuble dont il se croyait le maître, c'était le nom d'Isabella que ouvrait ou fermait la porte. Dans le bureau de Midtown, Isabella reçut la confirmation du gestionnaire immobilier sans montrer de surprise. Hélène put le téléphone sur haut-parleur juste assez pour lui faire entendre l'employé signaler que le registre des accès avait été mis à jour conformément aux documents déposés. « Merci, Rachel, » dit Hélène. « Gardez tout par écrit. » Quand l'appel prit fin, Isabella resta à fixer la table. La réaction qu'elle attendait d'elle-même était un plus grand soulagement, peut-être un sentiment de justice. Mais ce qui vint fut une tristesse profonde, presque physique. Cet appartement avait été choisi par elle avant que Marc n'en transforme chaque coin en une démonstration de pouvoir. Elle se souvenait de la première fois qu'elle y était entrée, encore sans meubles, s'imaginant de petits dîners, des livres dans le salon, des matins de dimanche avec du café fraîchement moulu. Marc parlait d'accueillir des investisseurs. Sa mère parlait de plus-value immobilière. Et peu à peu, la maison rêvée était devenue le décor de négociations. Hélène remarqua l'ombre sur son visage. « Veux-tu faire une pause ?» Isabella secoua la tête. « Non, je suis juste en train d'enterrer une maison qui n'a jamais eu la chance d'exister. » L'avocate referma l'un des dossiers. « Alors aujourd'hui, tu n'as pas perdu une maison. Tu as récupéré une clé. » Isabella regarda de nouveau vers la fenêtre et, pour la première fois de la nuit,
la phrase trouva sa place en elle. Mark finit par emmener Chloé dans un hôtel de luxe à Tribeca, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Sur le chemin, elle ne le toucha plus, assise près de la fenêtre, son téléphone à la main, envoyant des messages rapides qu'il ne pouvait pas lire. En arrivant, elle refusa la suite plus petite proposée par la réception et attendit que Mark règle la situation avec sa carte d'entreprise. La carte fut refusée à la première tentative. Le réceptionniste garda son sourire professionnel, ce sourire entraîné du service client américain conçu pour protéger le client de sa propre honte. Peut-être une autre carte, monsieur. Mark sentit le regard de Chloé sur lui. Il utilisa une carte personnelle qui fut acceptée, mais le mal était fait. Dans l'ascenseur de l'hôtel, Chloé parla à voix basse. « Tu m'avais dit qu'elle n'avait aucun contrôle sur rien. » Mark fixait les chiffres qui défilaient. « J'ai dit qu'elle n'était pas impliquée. » Chloé tourna le visage vers lui. « C'est différent. » Il ne répondit pas, parce qu'Isabella n'était pas impliquée soit parce qu'il l'avait mise à l'écart, soit parce qu'elle l'avait laissé croire cela. La seconde possibilité était insupportable. Dans la suite, Chloé enleva ses boucles d'oreilles et les jeta sur le meuble. « J'ai besoin de savoir exactement ce qui se passe. Je ne vais pas me laisser entraîner dans une guerre conjugale mesquine. » Mark rit amèrement. « Tu étais très à l'aise quand tu croyais que c'était une victoire. » Elle répliqua rapidement, « Et toi, tu étais très à l'aise quand tu pensais que ta femme était un meuble de luxe. » La phrase de Chloé aurait dû l'irriter venant d'elle, mais elle le blessa parce qu'elle sonnait vraie. Mark s'approcha de la fenêtre de la suite et vit New York s'étendre en lumière froide. Il essaya d'appeler Isabella une fois de plus. Messagerie. Il envoya un SMS, « Tu as dépassé les bornes. Demain, nous parlerons calmement. » Il l'effaça, en écrivit un autre, « Ne fais rien qui nous ruine tous les deux. » Il l'effaça aussi. Finalement, il écrivit, « Réponds-moi. » Et envoya le message. Il resta sans réponse. Dans le groupe de discussion de la famille Brox, sa mère exigeait des explications. Son frère cadet envoyait des points d'interrogation. Le directeur financier de la société immobilière demandait une réunion urgente à 8 heures du matin. Mark s'assit dans le fauteuil, le téléphone lourd dans sa main. Pour la première fois, et se souvint d'une nuit, 2 ans auparavant, où Isabella avait essayé de lui montrer un tableau concernant la protection des actifs. Il était au téléphone avec un associé et lui avait dit sans la regarder, « Laisse ça aux personnes qui s'y connaissent. » Elle avait rassemblé ses papiers en silence. À l'époque, son silence avait semblé être un accord. Aujourd'hui, cela ressemblait à des archives. Chloé sortit de la salle de bain, démaquillée, vêtue d'un peignoir de l'hôtel. « Tu vas dormir ?» demanda-t-elle. Mark répondit que non. Et ce fut la première réponse honnête qu'il donna de la nuit. Isabella ne dormit pas non plus. Après avoir signé ce qui était nécessaire, elle déclina l'offre d'Hélène d'appeler une voiture et demanda seulement quelques minutes seule dans la salle de conférence. Elle s'assit devant la table vide, sortit une fine alliance de son sac et la posa à côté du stylo. Ce n'était pas un geste théâtral. Personne ne filmait. Personne n'allait applaudir. Elle avait juste besoin de voir le métal hors de son doigt pour croire que sa peau lui appartenait toujours. Son téléphone vibra avec le message de Mark, « Réponds-moi. » Isabella le lut et ressentit une vieille impulsion d'expliquer, de justifier, d'adoucir le coup pour qu'il ne la déteste pas autant. C'était l'addiction la plus difficile à briser, protéger celui qui vous avait blessé pour ne pas paraître cruel. Hélène revint avec une tasse de thé et vit l'écran allumé. « Tu n'es pas obligé de répondre ce soir. » Isabella sourit de fatigue. « Je sais. Le problème est de convaincre la partie de moi qui a passé des années à répondre avant même d'être appelée. » L'avocate s'assit en face d'elle. « Demain, il essaiera d'organiser une réunion. Peut-être qu'il utilisera sa mère. Peut-être l'entreprise. Tu dois décider quelle porte tu veux garder fermée. » Isabella regarda l'alliance, la clé ultime qu'il utilisait pour entrer sans demander. Au matin, la nouvelle circulait déjà au sein de la famille Brox avant même d'atteindre les journaux. Ce n'était pas une nouvelle publique, pas encore. Mais les familles fortunées avaient leur propre système de fuite. Secrétaires, chauffeurs, gestionnaires d'immeubles, assistants financiers, mères outrées et cousins qui feignaient la discrétion dans les groupes de discussion. Mark arriva au siège de Brox Développement à Hudson Yard, mal rasé et le regard dur de celui qui n'avait pas dormi.
L'immeuble de verre reflétait un ciel gris, et le café servi à la réception avait le même goût amer que d'habitude, mais rien ne semblait suivre le rythme habituel. Son directeur financier, Greg, l'attendait dans le bureau avec un dossier ouvert. « Marc, nous avons reçu des notifications concernant 3 points sensibles, l'accès aux propriétés, l'utilisation des véhicules et la révision des garanties liées aux anciens contrats. » Marc jeta sa veste sur le dossier de la chaise. « Des garanties liées à quoi ?» Greg prit une profonde inspiration. « À des actifs liés à Madame Isabella. » Entendre son nom prononcé dans cet environnement sonnait comme une invasion. Marc plissa les yeux. « Elle ne fait pas partie de l'entreprise. » Greg choisit ses mots avec soin. « Formellement, non. Mais certains instruments fiduciaires utilisés dans les négociations familiales nécessitaient son consentement. Sans ce consentement, nous devons tout revoir. » Marc sentit une chaleur lui monter au cou. Pendant des années, et avait qualifié Isabella d'absente. Aujourd'hui, il découvrait que son absence soutenait les murs mêmes de la pièce où il donnait ses ordres. L'appel de sa mère survint avant qu'il ne puisse répondre. Eleanor Brox ne demanda pas si c'était le bon moment. Elle ne demandait jamais. « Marc, quel est ce genre d'embarras ?» L'avocate d'Isabella a envoyé une notification à la direction du Pentouse. « Tu laisses ta femme agir comme une étrangère contre sa propre famille. » Marc ferma les yeux. « Mère, je m'en occupe. » À l'autre bout du fil, la voix se fit tranchante, élégante et cruelle dans les limites socialement acceptables. « Occupe-t'en vite et ne me dis pas que cela a un rapport avec cette fille. » Il regarda Greg, qui faisait semblant d'analyser des papiers. « Chloé n'a rien à voir là-dedans. » Eleanor laissa échapper un rire sec. « Les hommes disent toujours cela quand une femme a tout à voir là-dedans. » La phrase l'irrita parce qu'elle venait de quelqu'un qui avait passé des années à minimiser Isabella, qualifiant sa discrétion de froideur, ses manières polies d'absence d'éclat, son silence de faiblesse. « Tu ne l'as jamais aimée, » dit Marc. Eleanor répondit sans hésiter, mais je savais qu'elle avait une utilité. « Toi, apparemment, tu as oublié cela aussi. » Le mot utilité le frappa étrangement. La veille, Isabella n'avait pas demandé de l'amour. Elle avait demandé à descendre de la voiture, peut-être parce qu'elle savait déjà que dans cette famille, l'amour passait toujours après la fonction. En fin de matinée, Isabella entra dans un café discret de Tribeca, vêtue d'un manteau différent, les cheveux attachés en arrière et le visage frais. Hélène l'accompagnait, mais resta quelques pas derrière pour prendre un appel. La ville semblait cruellement normale. Des cadres parlaient fort au téléphone. Une femme lisait ses messages en remuant son cappuccino. 2 jeunes hommes discutaient d'une présentation sur un ordinateur portable. Isabella commanda un café noir et un croissant au beurre, tout comme elle le faisait les jours où elle avait besoin de se souvenir de choses simples. Avant de s'asseoir, elle vit dans le reflet de la vitre une version d'elle-même qui ne semblait ni victorieuse ni détruite. Elle semblait en transition. Hélène s'approcha avec une expression sérieuse. « Il a demandé une réunion cet après-midi. » Isabella ne fut pas surprise. « Avec moi ? » ?»« Avec toi. Avec toi et son avocat dans les bureaux de l'entreprise. » Isabella passa son doigt sur le rebord de sa tasse. « Dans son entreprise, là où il se sent plus grand. » Hélène avant d'attendre. « Veux-tu refuser ?» Isabella regarda la rue, les voitures coincées dans les embouteillages, les immeubles où tant de décisions étaient prises par des gens qui qualifiaient les sentiments de faiblesse jusqu'à ce qu'ils soient vaincus par eux. « Non, j'irai, finit-elle par dire, mais pas pour négocier mon retour. Je vais lui rendre le dossier qu'il n'a jamais ouvert. » À 15 heures, Marc était dans son bureau quand la réceptionniste annonça l'arrivée d'Isabella. Il se leva trop vite et se détesta pour cela. Il ajusta sa veste, remit son visage en ordre et leur dit d'entrer. La porte s'ouvrit d'abord sur Hélène Carter, puis sur Isabella. Elle ne portait pas de bijoux voyants. Elle n'avait pas de larmes. Elle ne ressemblait pas à une épouse désespérée. Elle portait le même dossier noir. Marc vit cela et ressentit de la colère face à sa propre réaction. « Tu aurais pu répondre à mes appels, » dit-il avant même de la saluer. Isabella regarda autour d'elle, observant les diplômes, les maquettes d'architecture, la vue sur Hudson Yard, le bureau où il avait reçu tant de fois tout le monde, sauf elle. « J'aurais pu, mais hier tu m'as appris que je fonctionnais mieux dans le silence. » Greg, présent à la demande de Marc, baissa les yeux. L'avocat de Marc se racla la gorge.
Hélène resta impassible. Marc désigna la chaise en face de son bureau. « Assieds-toi. » Isabella ne bougea pas pendant une seconde. Une seule seconde. Tout le monde comprit le poids de cette phrase. « Assieds-toi. » Comme s'il était encore celui qui attribuait les places. Elle tira ensuite la chaise mais ne s'assit pas. Elle posa le dossier sur son bureau et dit, « Aujourd'hui, Marc, tu vas lire avant d'envoyer quelqu'un à l'arrière. » La réunion commença sans cri. Il y avait des documents, des clauses générales, des dates, des autorisations révoquées, et ce genre de malaise que les hommes habitués à gagner détestent parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs mains. Hélène expliqua qu'Isabella ne cherchait pas à détruire l'entreprise, mais à protéger ses actifs privés et à retirer son nom d'opération menée sans transparence affective ou conjugale. L'avocat de Marc tenta de faire valoir que des mesures aussi rapides pouvaient être perçues comme agressives. Isabella répondit avant qu'Hélène ne le puisse. Ce qui était agressif, c'était d'utiliser ma stabilité pour soutenir des décisions dont j'étais exclu. Marc serra fermement son stylo. Tu n'as jamais demandé à participer. Isabella le regarda, et la douleur apparut non pas comme une faiblesse, mais comme une preuve. J'ai demandé. La première année, tu as dit que c'était une affaire d'homme. La deuxième, je t'ai envoyé des rapports par email. Tu as répondu avec un emoji pouce levé. La troisième, ta mère a dit qu'une bonne épouse n'embarrassait pas son mari avec des chiffres. La quatrième, Chloé a commencé à apparaître à des événements où je n'étais pas invité. La cinquième, tu m'as mise sur le siège arrière. Le silence qui suivit remplit toute la pièce. Marc ouvrit la bouche, mais aucune phrase ne parut assez grande pour couvrir 5 ans. Ce fut Greg qui, involontairement, provoqua la faille suivante. En feuilletant une copie des documents, il fronça les sourcils et dit, « Marc, je dois confirmer quelque chose. Chloé a-t-elle eu accès à l'une de ces informations ?» Marc se tourna vers lui. « Bien sûr que non. » Greg hésita. Le fait est que certaines recherches internes sur des biens immobiliers et des garanties ont été effectuées il y a 2 semaines à l'aide d'un badge de visiteur lié à ta liste d'invités. Isabella resta parfaitement immobile. Hélène nota quelque chose. Marc sentit son estomac se nouer. C'est impossible. Mais un souvenir refit surface malgré lui. Chloé seule dans son bureau disant qu'elle l'attendrait pendant qu'il descendait pour une réunion rapide. Chloé tournant sur sa chaise. Chloé demandant avec une fausse désinvolture pourquoi Isabella apparaissait encore sur tant de documents si elle ne faisait rien. À l'époque, il avait trouvé cela mignon. À présent, son rire prenait un autre son. Isabella remarqua le changement sur son visage. Elle ne s'en réjouit pas. C'était peut-être ce qui faisait le plus mal. « Tu n'avais pas à me croire, dit-elle. Mais tu as choisi de croire quiconque confirmait la version où j'étais petite. » Marc baissa les yeux vers le dossier ouvert. Pour la première fois, il le lut vraiment. Lorsqu'Isabella quitta l'entreprise, le ciel de New York commençait à s'assombrir derrière les immeubles. Marc ne l'accompagna pas jusqu'à l'ascenseur. Peut-être par fierté, ou parce que ses jambes ne lui obéissaient pas. Hélène marchait à ses côtés en silence. Mais avant d'entrer dans l'ascenseur, Isabella s'arrêta et regarda le couloir où les employés faisaient semblant de ne pas regarder. Elle ne ressentit pas de honte. Elle ressentit le poids d'être vue après avoir été invisible pendant si longtemps. À l'intérieur du bureau, Marc resta assis, fixant le dossier noir comme s'il s'agissait d'un objet laissé par un inconnu. Son téléphone vibra. Chloé. Il ne répondit pas. Il vibra à nouveau. Sa mère. Il ne répondit pas. La 3e fois, un message de Chloé apparut sur l'écran, « As-tu réglé ça ? Puis-je revenir au Pantouse ce soir ?» Marc le lut. Et pour la première fois, la question lui parut grotesque. Dehors, Isabella monta dans l'ascenseur et Hélène lui demanda, « Ça va ?» Isabella mit un moment à répondre. Non. Les portes commencèrent à se refermer. Mais je suis entière. Et tandis que l'ascenseur descendait de la tour de verre de Hudson Yard, elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de revenir sur ses pas pour prouver qu'elle avait survécu. Elle avait juste besoin de ne pas retourner au même endroit. Marc ne rentra pas chez lui ce soir-là parce que, pour la première fois, il ne savait pas quelle maison il pouvait encore appeler la sienne. Il resta tard dans son bureau à Brox Développement, le dossier noir ouvert sur le bureau et les lumières de Manhattan clignotant de l'autre côté de la vitre,
comme si la ville se moquait de ses anciennes certitudes. Il lut des documents qu'il n'avait jamais eu la patience de lire, et chaque page semblait écrite dans une langue cruelle. Consentement, révocation, actifs privés, gestion indirecte, autorisation maritale, tout cela existait. C'était sous son nez depuis des années pendant qu'il qualifiait Isabella de distante. Greg partit après 20 heures, laissant un avertissement tranquille. Mark, nous devons gérer cela avec précaution. Ce n'est pas seulement un divorce. C'est la confiance institutionnelle. Confiance. Le mot continuait de résonner. À 21 heures, Chloé se présenta sans prévenir, vêtue d'une robe vert foncé et affichant l'expression de quelqu'un qui venait réclamer une promesse. « Tu n'as pas répondu à mes appels », dit-elle en entrant comme si elle avait encore un droit sur cet espace. Mark ferma brusquement le dossier. « Qui a autorisé ton entrée ?» Elle s'arrêta, surprise par son ton. « C'est toi qui l'autorises toujours. » Il réalisa trop tard à quel point cette phrase résonnait comme la clé de toutes ses erreurs. Chloé essaya de sourire, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle s'approcha du bureau, toucha la couverture du dossier noir et demanda « A-t-elle réussi à te faire peur avec un bout de papier ?» Mark retira le dossier hors de sa portée. Le geste fut minime, mais Chloé le comprit. « Maintenant, tu vas me traiter comme une intruse. » Il prit une profonde inspiration, trop fatigué pour séduire, trop irrité pour être poli. « Tu as accédé à des informations sur des biens immobiliers et des actifs en utilisant un badge de visiteur. » La question la frappa de plein fouet avant qu'elle ne puisse préparer une réponse. Chloé sia, puis rit, offensée. « Tu m'accuses parce que ta femme a décidé de jouer à l'avocate vengeresse. » Mark ne répondit pas, et son silence était pire. Elle croisa les bras. « Je voulais juste comprendre pourquoi son nom était sur tout. Tu n'arrêtais pas de dire qu'Isabella ne faisait rien, mais tout dépendait d'elle. J'avais le droit de savoir dans quoi je m'engageais. » Il leva les yeux. « Un droit. » Chloé se pencha en avant. « Oui, un droit. C'est toi qui m'as entraîné dans cette histoire. Tu m'as emmené à des dîners. Tu m'as présenté à tes amis. Tu m'as laissé m'asseoir à côté de toi. Ne fais pas comme si j'avais forcé la porte. » Mark entendit cette phrase et comprit, pour la première fois, que Chloé n'était pas seulement une tentation extérieure. Elle était le reflet vulgaire de l'autorité qu'il exerçait lui-même. Le lendemain matin, Eleanor convoqua un déjeuner d'urgence dans la propriété de la famille Brooks à Greenwich. Elle n'appela pas cela une réunion, car les familles riches admettent rarement qu'elles se rassemblent pour gérer des désastres émotionnels. Elles appellent cela un déjeuner, un café, une discussion, n'importe quel mot qui masque l'intention d'acculer quelqu'un, découvert en argent à la main. Isabella reçut l'invitation via un message groupé de sa belle-sœur. Un message soigneusement neutre, « Mère pense qu'il est préférable que nous parlions tous avant que la situation ne s'envenime. » Hélène conseilla la prudence, mais Isabella décida d'y aller. Non pas pour Mark, ni pour Eleanor, mais pour elle-même. Elle portait un tailleur pantalon clair, avait attaché ses cheveux en un chignon bas et n'emportait qu'un dossier plus petit, sans son alliance. Avant de quitter l'appartement temporaire où elle avait passé la nuit, elle regarda son doigt nu. Il y avait une marque pâle sur sa peau, un cercle presque invisible qui l'émut plus qu'elle ne s'y attendait. Ce n'était pas le manque de la bague, c'était la preuve que même ce qui fait mal laisse une empreinte lorsqu'il reste trop longtemps. Elle effleura la marque une fois et chuchota, « Assez ». Puis elle descendit. La propriété de Greenwich semblait identique à elle-même, de grands portails, des jardins impeccables, du marbre brillant, un personnel silencieux et une salle à manger où chaque arrangement floral semblait choisi pour empêcher les conversations honnêtes. Eleanor Brooks était assise en bout de table, élégante dans sa robe bleu marine ornée de perles discrètes, le regard critique. Mark se tenait près de la fenêtre, hésitant à s'approcher. Chloé n'était pas à table, ce qu'Isabella remarqua immédiatement. Dans cette famille, exclure quelqu'un était aussi une façon de parler. Le frère de Mark, Ryan, faisait défiler l'écran de son téléphone, visiblement mal à l'aise. Sa belle-sœur, Lorraine, évitait le contact visuel. Eleanor ouvrit la conversation avant que les entrées ne soient servies. « Isabella, tu aurais pu venir nous voir avant d'impliquer des avocats. » Isabella s'assit lentement sur la chaise qu'un membre du personnel avait tirée pour elle. Ce n'était pas la chaise à côté de Mark. Pour la première fois, cela ne fit pas mal. « Je suis venu vers vous pendant des années, Eleanor,
mais quand je venais en tant qu'épouse, vous me qualifiez de sensible. Quand je suis venu avec des documents, vous avez commencé à m'écouter. Eleanor serra sa serviette sur ses genoux. Surveille ton ton. Isabella la regarda calmement. C'est exactement ce conseil qui m'a amené ici. Marc fit un pas en avant. Mère, peut-être vaut-il mieux que je lui parle d'abord. Eleanor leva la main, l'arrêtant. Son autorité était ancienne. Plus ancienne que le mariage, plus ancienne que la culpabilité. Non, cette situation affecte la famille. Isabella sourit sans joie. C'est amusant. Quand j'étais humilié, c'était un problème de couple. Quand je me protège, cela devient un problème familial. Ryan leva les yeux de son téléphone et Lorraine laissa échapper un soupir, comme si quelqu'un avait enfin prononcé une phrase interdite. Eleanor garda sa posture. Tu sais que Marc a des défauts, mais tu sais aussi qu'une épouse intelligente ne détruit pas la réputation de son mari par orgueil. Isabella sentit un frisson glacial lui monter dans la poitrine. Non pas de la colère, mais de la clarté. Une épouse intelligente ne permet pas non plus que sa signature, son héritage et son silence soient utilisés pour soutenir une vie où elle est traitée comme une invitée indésirable. Marc ferma les yeux une seconde. Le déjeuner n'avait pas encore commencé et il voulait déjà que tout le monde parte. Mais Isabella ne levait pas la voix. C'était la pire partie. Chaque mot s'intégrait parfaitement dans la pièce. Eleanor posa soigneusement son verre d'eau. Es-tu en train d'insinuer que cette famille a profité de toi? Isabella tourna le visage vers sa belle-mère. Elle se souvint du premier Noël après le mariage, quand Eleanor avait complimenté sa robe pour lui dire juste après que les femmes discrètes duraient plus longtemps dans les familles importantes. Elle se souvint de l'après-midi où elle avait essayé d'accompagner Marc à une réunion et avait entendu sa belle-mère lui dire « Ne fais pas ça ». Elle se souvint du jour où Chloé était apparue à un gala de charité, et Eleanor avait fait semblant de ne pas remarquer sa main sur le bras de Marc. « Je n'insinue pas », répondit-elle. « Je décris. » Le silence qui suivit rendit même le bruit des couverts assourdissant. Marc s'approcha enfin. « Isabella, j'ai commis des erreurs, mais tu es en train de tout transformer en guerre. » Elle le regarda, et pendant un instant, la tristesse perça sa carapace. « Non, Marc. Une guerre exige deux camps qui s'affrontent. J'ai passé des années à essayer de ne pas saigner devant les invités. » Il resta figé. Eleanor détourna le regard pour la première fois. La porte de la salle à manger s'ouvrit avant que quiconque ne puisse répondre, et Chloé entra sans s'annoncer, portant un petit sac de créateur et affichant un sourire qui se voulait innocent. « Désolée pour le retard », dit-elle comme si elle avait été invitée. Le visage d'Eleanor se durcit d'une manière que même Marc remarqua. « Chloé, c'est un déjeuner familial. » La jeune femme garda son sourire. « C'est exactement pour cela que j'ai pensé qu'il était important d'être là. Après tout, on dit beaucoup de choses sur moi. » Isabella ne montra aucune surprise. Hélène l'avait prévenu que les gens effrayés ont tendance à envahir les endroits où ils ne sont pas conviés. Marc marmonna, « Chloé, pas maintenant. » Elle l'ignora, s'approcha de la table et se tint derrière une chaise vide. Non pas pour s'asseoir, mais pour occuper l'espace. Je pense juste qu'il est injuste qu'Isabella joue la victime alors que tout le monde sait que ce mariage est terminé depuis longtemps. Isabella fixa la femme qui, la veille, s'était assise sur le siège avant comme si elle recevait une couronne. Terminé. Oui. La différence, c'est que je l'ai respecté même en tant que cadavre. Toi, tu voulais t'y installer. Ryan toussa pour masquer une réaction. Lorraine baissa la tête. Chloé perdit son sourire pendant une seconde. Marc tenta d'intervenir, mais Chloé était trop blessée pour reculer. Tu parles de respect, mais tu préparais des documents dans le dos de ton mari. Isabella répondit, dans son dos. J'étais à l'arrière. Rappelle-toi que c'était la place que vous aviez tous choisie pour moi. La phrase traversa la table avec précision. Eleanor regarda Marc et la honte apparut sur le visage de ce dernier comme une tache indélébile. Chloé serra la bandoulière de son sac. Tu as toujours tout eu. Un nom, de l'argent, un statut. J'ai dû me battre pour m'approcher de quelqu'un comme Marc. Isabella pencha légèrement la tête. Donc, ce que tu voulais, ce n'était pas de l'amour. C'était un accès. Chloé rit, désormais dépourvue de toute politesse.
Comme si tu ne faisais pas tout ça pour de l'argent. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, Lorraine prit la parole pour la première fois, d'un ton calme mais audible. Chloé, tu m'as demandé lors du dîner le mois dernier si les propriétés au nom d'Isabella pouvaient être transférées après un divorce. L'atmosphère se figea. Chloé se tourna lentement vers elle. J'ai posé la question par curiosité. Lorraine avala sa salive mais ne recula pas. Tu as dit que Marc devait se libérer avant qu'elle ne ferme les portes. Marc regarda Chloé comme si cette phrase venait d'ouvrir un tiroir sombre. Chloé devint rouge, puis pâle. Tu as mal compris. Ryan posa son téléphone sur la table. J'ai aussi entendu des commentaires similaires. Je pensais que c'était une plaisanterie. Eleanor, qui considérait jusque-là Chloé comme un inconvénient gérable, commença à la voir comme une menace. Quel genre de commentaires? Chloé respirait rapidement. Isabella ressentit la tentation de détruire Chloé sur le champ, de dresser la liste de chaque humiliation, de chaque message, de chaque invitation supprimée, de chaque photo dont elle avait été coupée. Mais elle réalisa que l'assistance n'attendait que cela, une explosion qui leur permettrait de la qualifier d'hystérique, alors elle choisit autre chose. Elle ouvrit le petit dossier et en sortit une clé. Elle la posa au centre de la table. Voici la clé de ta maison dans Léanton que Marc a utilisée l'été dernier sans me le dire. Voici la copie de la télécommande du garage pour le Penthouse. Et voici la carte d'accès à la suite où Chloé croyait dormir hier soir. Marc se raidit. Chloé avala sa salive. Isabella continua, je ne suis pas venue pour prendre quoi que ce soit. Je suis venue rendre ce que vous avez toujours traité comme s'il vous appartenait. Eleanor regarda les clés comme s'il s'agissait d'une insulte physique. Tu veux nous humilier? Isabella secoua la tête. Non, je veux vous empêcher de continuer à m'utiliser tout en me qualifiant silencieusement d'inutile. Marc se frotta le visage. Je ne t'ai jamais qualifié d'inutile. Sa réponse fut rapide, mais triste. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Tu m'as tenu à l'écart des décisions, des événements, du siège avant, de ta vie. Il y a des mots qui ne servent qu'à donner un son à ce qui a déjà été accompli. Il essaya de soutenir son regard, mais ne put le faire longtemps. Chloé, désespérée de regagner du terrain, désigna les clés. C'est du chantage affectif. Elle veut te faire culpabiliser. Isabella rangea le dossier vide. La culpabilité est son affaire. Les conséquences sont la mienne. Pour la première fois, Eleanor ne trouva pas de réponse immédiate. Ryan regarda son frère avec un mélange de pitié et d'irritation. Lorraine semblait soulagée et effrayée. Le déjeuner ne fut jamais servi. La nourriture refroidit quelque part dans la cuisine, attendant une normalité qui ne reviendrait pas. Marc suivit Isabella dans le couloir lorsqu'elle se leva pour partir. Elle n'avait pas demandé à sa mère l'autorisation de prendre congé. Elle n'avait pas regardé Chloé. Elle était simplement partie. Le couloir de marbre, bordé de vieilles photographies de la famille Brox, ressemblait à un musée d'hommes qui s'était toujours tenu au centre des portraits. Isabella marchait sans hâte et Marc ne la rattrapa que près du hall d'entrée. Isabella. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas immédiatement. Je ne savais pas que tu ressentais cela. La phrase sortit faible, et ils savaient tous les deux ce qu'il en était. Lorsqu'elle le regarda enfin, il y avait une immense fatigue dans ses yeux. Tu ne le savais pas parce que tu ne voulais pas le savoir. J'ai laissé des notes. J'ai envoyé des emails. Je suis restée silencieuse lors des dîners. J'ai pleuré dans la salle de bain de ta mère. Je suis rentrée seule à la maison. J'ai attendu que tu me demandes. Tu as qualifié tout cela de phase. Marc serra les lèvres. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Isabella faillit rire, non par cruauté, mais devant l'ironie. Même dans le regret, il voulait une consigne qu'il pourrait exécuter pour clore le dossier. Rien qui puisse être réparé aujourd'hui. C'est la partie que tu ne peux pas supporter. Il fit un petit pas. Je peux écarter Chloé de ma vie. Isabella répondit, c'est le strict minimum, pas une réparation. La phrase le blessa plus profondément qu'un cri. Marc regarda en arrière et vit Chloé au loin, debout à l'entrée de la salle à manger, les observant avec haine et peur. Il vit aussi sa mère immobile, calculant les dégâts. Pour la première fois, il comprit qu'il avait confondu le contrôle avec la force, l'obéissance avec l'amour, le silence avec la paix.
Je ne voulais pas te perdre, dit-il. Et cet aveu parut bien trop tardif pour être beau. Isabella tint son sac contre elle, non comme un bouclier, mais comme une frontière. Tu voulais me garder. Perdre est autre chose. Il n'eut pas de réponse. Dehors, son chauffeur, appelé par Hélène, l'attendait déjà au portail. Isabella marcha vers la sortie, mais avant de franchir la porte principale, elle se retourna une dernière fois. Hier, quand j'ai demandé à descendre de la voiture, tu as cru à un caprice. Aujourd'hui, quand je rends les clés, tu crois à une vengeance. Peut-être qu'un jour tu comprendras qu'il y a des femmes qui ne partent que lorsqu'elles ont déjà essayé de rester de toutes les manières possibles. Marc resta debout dans le hall, entouré par les portraits de famille, et pour la première fois, aucun d'eux ne semblait le protéger. Dans la voiture qui la ramenait en ville, Isabella s'assit sur le siège arrière de son propre chef. Cette différence faillit la faire pleurer. Il n'y avait pas de Chloé à l'avant. Il n'y avait pas de Marc dictant la destination. Il n'y avait pas de voix lui disant d'arrêter de surréagir. Le chauffeur lui demande si elle voulait se rendre au bureau d'Hélène ou à l'appartement temporaire. Isabella regarda par la fenêtre les rues bordées d'arbres de Greenwich s'estomper et pensa aux clés sur la table, au visage d'Éléanore, aux commentaires de Lorraine, au regard brisé dans les yeux de Marc. Au bureau, dit-elle. Il y avait encore beaucoup à faire. Sur son téléphone portable, il y avait un nouveau message d'Hélène, la recherche interne effectuée par Chloé est confirmée. Nous avons le registre. Isabella ferma les yeux un instant. Le nœud se resserra, non par surprise, mais par confirmation. Une partie d'elle avait espéré se tromper sur tout le monde, mais avoir raison à ce stade était ce qui la maintenait en vie. De retour au manoir, Chloé essaya d'expliquer quelque chose que personne d'autre ne semblait disposé à entendre. Marc, seul dans le couloir, ouvrit son téléphone et regarda une vieille photo d'Isabella et de lui dans les hantons avant que tout ne se dégrade. Elle souriait à ses côtés, non pas derrière lui, mais à ses côtés, et cela le détruisit plus que n'importe quel document. La confirmation concernant la recherche de Chloé arriva au bureau d'Hélène Carter peu après 16 heures, accompagnée des registres internes, des horodatages, de l'identité du visiteur et du nom de l'employé qui avait déverrouillé le bureau de Marc pendant quelques minutes. Ce n'était pas une preuve explosive, du genre à ruiner quelqu'un dans des gros titres scandaleux. Pour Chloé, c'était pire. C'était une séquence bureaucratique discrète, organisée, presque dénuée d'émotion, montrant qu'elle ne s'était pas assise à l'avant par simple vanité. Elle avait cherché des portes ouvertes. Hélène étala les copies sur la table tandis qu'Isabella restait à regarder chaque ligne sans toucher le papier. Cela ne prouve pas un crime en soi, dit l'avocate, prudente comme toujours, mais cela prouve l'intention, la persistance et une contradiction avec sa version des faits. Isabella hocha la tête. Je ne veux pas transformer cela en spectacle. Hélène leva les yeux. Tu as le droit de te défendre. Isabella enroula ses doigts autour de la bandoulière de son sac. Me défendre? Oui. Un spectacle? Non. J'ai passé des années à être traitée comme une figurante. Je ne vais pas devenir l'attraction principale dans la boue des autres. La décision était propre mais pas légère. Elle exigeait d'elle une force que personne n'applaudirait. Le lendemain matin, Marc convoqua une réunion d'urgence chez Brox Développement. Officiellement, il s'agissait de passer en revue les impacts financiers et juridiques. En pratique, c'était une tentative désespérée de rassembler les morceaux avant que le soupçon n'infecte les investisseurs, la famille et le conseil d'administration. La salle de conférence principale de Hudson Yard, avec sa longue table en bois sombre et ses parois de verre, semblait plus froide que d'habitude. Greg était déjà assis avec les rapports financiers. L'avocat de Marc feuilletait un dossier gris. Ryan occupait une chaise latérale et Eleanor se présenta vêtue de ton clair. Comme si l'élégance pouvait absoudre des années de manipulation. Chloé arriva elle aussi. Bien que personne n'eût confirmé qu'elle était invitée, elle entra d'un pas ferme sur ses talons, les cheveux impeccables, un sac de créateur à la main et un sourire tendu sur le visage. Marc la vit et ne cacha pas son inconfort. Cette réunion n'est pas pour toi. Elle répondit d'une voix basse mais calculée, si vous allez parler de moi, j'ai le droit d'être présente. Eleanor regarda son fils, puis la jeune femme, et pour la première fois, il n'y eut aucune condescendance sur son visage. Il y avait du calcul. Chloé, le remarquant, s'assit malgré tout. Elle croyait encore que prendre de la place équivalait à appartenir au groupe.
Isabella arrive à 5 minutes latée, accompagnée d'Hélène. Elle ne portait pas d'armure de combat. Elle ne portait pas de rouge. Elle ne portait pas de bijoux exigeant l'attention. Elle portait un tailleur ivoire simple et élégant et tenait un porte-document beige, et non le noir. Cette différence irrita Marc de manière irrationnelle, car le dossier noir était déjà devenu le symbole de ce qu'il ne comprenait pas. Le beige semblait dire qu'il y en avait plus, que l'histoire ne s'arrêtait pas là où il le pensait. Quand Isabella entra, certaines personnes se levèrent par politesse tardive. Elle salua la pièce d'un bref signe de tête et s'assit en face de Marc, non pas sur la chaise qu'il lui désignait, mais sur celle qu'elle choisit elle-même avant même qu'il ne parle. Le détail ne passa pas inaperçu. Greg baissa les yeux. Ryan croisa les bras. Chloé serra les lèvres. Marc se racla la gorge. Gardons cela objectif. Isabella le regarda. Être objectif nous aurait évité d'en arriver là il y a 5 ans. Hélène ouvrit le dossier. Nous sommes ici pour aligner 3 points, la séparation conjugale, l'utilisation des actifs privés et la cessation de l'accès non autorisé aux informations financières. Chloé laissa échapper un rire bref. Accès non autorisé. Comme c'est pratique. Hélène ne s'y pas. Pratique est un mot curieux, mademoiselle Jenkins. Les registres montrent que votre badge de visiteur a été utilisé pour rechercher des données immobilières et des garanties liées à madame Isabella un jour où monsieur Brox était absent du bureau. Le silence s'installa immédiatement. Chloé se redressa. Je n'ai rien cherché du tout. Quelqu'un a peut-être utilisé mon badge. Greg prit une profonde inspiration. Les caméras de sécurité vous montrent entrant dans le bureau et y restant seul pendant 9 minutes. Marc tourna lentement le visage vers elle. Chloé tenta de soutenir son mensonge par de l'indignation. J'attendais Marc. J'ai manipulé la tablette du bureau sans savoir que c'était quelque chose d'important. Isabella parla pour la première fois sans élever la voix. Tu as demandé à Lorraine si les propriétés à mon nom pouvaient être transférées après un divorce avant même de savoir que je demanderais le divorce. Chloé ouvrit la bouche, la referma, puis attaqua, n'importe quelle femme réaliserait que tu planifiais quelque chose. Tu n'es pas une sainte. Isabella acquiesça d'un léger signe de tête. Je ne le suis pas. Je suis juste la personne que tu as sous-estimée parce que tu étais trop occupée à essayer de prendre ma place. Marc passa la main sur son front. Il n'y avait aucune défense propre à cela. L'avocat de Marc tenta de reprendre le contrôle, parlant d'éviter les accusations personnelles et de protéger l'image de l'entreprise. Hélène acquiesça froidement. Exactement. C'est pour cette raison que ma cliente a choisi de ne pas porter cette affaire devant la presse. Les yeux de Chloé s'agrandirent. Comment ça, la presse? La question révéla plus de peur qu'elle ne l'aurait voulu. Isabella la regarda et, dans ce regard, il n'y avait aucun plaisir. Tu es entrée dans cette pièce en t'attendant à ce que je hurle, à ce que je pleure, à ce que je paraisse folle. Je ne vais pas te donner cela. Chloé rit, mais sa voix se brisa. Quelle générosité! Isabella continua, ce n'est pas de la générosité. C'est une frontière. Je n'ai pas besoin de traîner mon nom dans la boue pour prouver que tu as touché à ce que tu n'aurais pas dû. Éléanore, silencieuse jusque-là, intervint d'une voix plus basse que d'habitude. Et qu'est-ce que tu veux, Isabella? La question arrivait tard, mais elle arrivait. Isabella se tourna vers sa belle-mère. Je veux le retrait immédiat de mon nom de toute opération de la famille Brox, la confirmation écrite que mes actifs privés ne seront plus utilisés comme garantie pour la crédibilité de l'entreprise, et la restitution de tous les accès liés aux propriétés que je possède. Éléanore resserra sa prise. Cela affaiblit la famille. Isabella répondit, non, cela révèle seulement à quel point vous vous êtes appuyé sur quelqu'un dont vous prétendiez ne pas avoir besoin. La phrase traversa la pièce proprement. Greg ne discuta pas. Ryan détourna le regard. Marc resta complètement immobile, et pendant un instant, Isabella vit en lui non pas l'époux arrogant, mais le garçon élevé dans la croyance que perdre le contrôle équivalait à mourir. Cette prise de conscience n'effaçait pas les dégâts. Elle les rendait juste plus tristes. Il prit enfin la parole. Je ne savais pas que l'entreprise dépendait si lourdement de cela. Greg répondit avant qu'Isabella ne le puisse. Elle reposait sur la confiance générée par la stabilité du mariage et sur des garanties indirectes. Ce n'était pas une dépendance opérationnelle, mais de réputation.
Marc serra le poing sur la table. Chloé marmonna, donc elle détruit tout par vengeance. Isabella se tourna vers elle. Je retire simplement mon corps de dessous la maison avant qu'elle ne s'effondre sur moi. Hélène glissa un document vers l'avant. Voici la proposition formelle. Il n'y a pas d'exigence abusive. Il n'y a pas d'exposition publique. Il n'y a pas de tentative de prendre le contrôle de l'entreprise. Juste une séparation des responsabilités. L'avocat de Marc le lut, et son silence fut plus éclairant que toute protestation. Il n'y avait aucun excès juridique, juste de la précision. Chloé réalisa qu'elle perdait le fil du récit et fit ce qu'elle avait toujours fait lorsque sa beauté, son charme et sa fausse fragilité échouaient. Elle tenta de jouer la victime. Elle se leva, les yeux brillants d'une colère contenue. C'est très facile pour vous tous de me juger. Vous êtes tous nés avec un nom de famille, de l'argent, une protection. J'ai dû apprendre à survivre. Marc est venu vers moi parce qu'il était malheureux. Il disait qu'il se sentait seul dans ce mariage, qu'Isabella était froide, qu'elle ne se souciait pas de lui. Marc ferma les yeux de honte. Isabella resta assise. Chloé la pointa du doigt. Tu penses avoir souffert parce que tu t'es assise sur le siège arrière un soir? J'ai passé ma vie entière devant des portes fermées que des gens comme toi gardaient verrouillées. La pièce se figea. Pour la première fois, la véritable douleur de Chloé transparaissait derrière son ambition, mais la douleur réelle n'absolvait pas les dommages choisis. Isabella respira lentement. Je crois que tu as souvent été laissée dehors, mais tu n'as pas essayé d'ouvrir ta propre porte. Tu as essayé de me pousser hors de la mienne. Chloé parut avoir reçu une gifle, bien que personne ne l'eût touchée. C'était pire que n'importe quelle humiliation publique. Marc se leva, non pas pour défendre Chloé, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter d'être assis face aux conséquences. Assez, le mot sortit. Chloé se tourna vers lui avec désespoir. Tu vas la laisser me détruire? Il la regarda avec une tristesse amère. Tu as aidé à détruire ce que j'étais déjà en train de détruire. Elle fit un pas en arrière. Tu m'avais promis une vie. Marc regarda Isabella une seconde, puis détourna les yeux. J'ai promis des choses à beaucoup de gens en me mentant à moi-même. Éléanore se raidit en entendant son fils exposer sa faiblesse devant tout le monde. Marc. Il ignora sa mère. Chloé, tu n'auras plus accès à l'entreprise, aux pantouzes, aux événements familiaux, ni à aucune information me concernant. Chloé laissa échapper un rire incrédule. Alors c'est tout? Elle signe quelques papiers et tu me jettes? Isabella sentit cette phrase toucher une cruelle ironie. Chloé goûtait maintenant au même mécanisme qu'elle avait aidé à nourrir, Marc retirant quelqu'un de la scène parce que sa présence menaçait désormais son ordre. La différence était qu'Isabella ne ressentait aucun triomphe. Elle ressentit seulement la confirmation que cet homme avait encore besoin d'apprendre à ne pas traiter les gens comme des pièces d'échecs. Hélène reprit la réunion avant que la scène ne se transforme en un spectacle qu'Isabella refusait. Les mesures proposées peuvent être signées aujourd'hui ou prises pour révision, mais les gels d'avoir sont déjà effectifs. L'avocat de Marc marmonna qu'il aurait besoin de revoir quelques points. Greg déclara que, financièrement, il valait mieux accepter la séparation des responsabilités immédiatement pour limiter les risques. Ryan fut d'accord, à la surprise de sa mère. C'est le strict minimum. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser son nom tout en prétendant quel est le problème. Éléanore lança à son plus jeune fils un regard tranchant, mais ne trouva aucun soutien. Pour la première fois, la matriarche réalisait que son autorité ne couvrait plus toutes les brèches. Marc prit son stylo. Ses mains étaient stables, mais pas son visage. Avant de signer, il regarda Isabella. C'est la fin. Elle soutint son regard. C'est la fin de tes décisions pour moi. Il hocha lentement la tête, comme si chaque mot lui coûtait. Il signa la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Le bruit du stylo sur le papier semblait bien trop faible pour un tel désastre, mais Isabella savait que les grandes prisons se démantèlent aussi avec des bruits discrets. Chloé partit avant la fin officielle. Elle ne s'excusa pas. La porte claqua assez fort pour faire tressaillir Éléanore d'irritation, et non de pitié. Marc ne la suivit pas. Ce fut le premier geste concret, minimal, insuffisant et pourtant réel qu'Isabella vit de sa part. Emportée par sa fierté, elle ne le confondit pas avec une rédemption.
La rédemption n'était pas de laisser une maîtresse sortir d'une pièce. La rédemption consisterait à vivre après cela sans avoir besoin de placer quelqu'un d'autre sur un siège inférieur pour se sentir maître de la situation. Lorsque la réunion se termina, Greg rassembla soigneusement les documents, et Hélène rangea les copies signées. Eleanor s'approcha d'Isabella près de la fenêtre. Pendant quelques secondes, les deux femmes regardèrent la ville sans s'observer. « Tu as toujours été plus dur que tu n'en avais l'air, » dit la belle-mère. Isabella répondit, « Non, j'ai juste arrêté de m'effacer pour m'intégrer. » Eleanor ne s'excusa pas. Peut-être ne savait-elle toujours pas comment faire. Elle dit seulement, « La famille survivra. » Isabella la regarda. « Moi aussi. C'est la partie que vous avez tous omis de calculer. » La matriarche reçut la phrase en silence, et dans ce silence, il y avait plus de respect que dans tout leur brunch du dimanche réuni. Marc attendit que tout le monde soit parti avant de s'approcher. La pièce, désormais presque vide, semblait plus grande. Isabella rangeait son stylo dans son sac lorsqu'il s'arrêta à 2 pas d'elle, gardant ses distances comme quelqu'un qui avait appris une nouvelle règle. Trop tard. J'ai lu les emails, dit-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Il continua, les rapports que tu as envoyés, les messages concernant les actifs, même les invitations où tu demandais si tu devais m'accompagner. J'ai tout retrouvé. Isabella ferma la fermeture éclair de son sac, et il avala sa salive. Je voulais te dire que je ne les avais pas vus, mais c'est faux. Je les ai vus. Je ne les ai juste pas considérés comme importants. Son honnêteté arrivait sans artifice, brutale et tardive. Isabella sentit ses yeux la brûler, mais elle ne laissa pas les larmes décider pour elle. Merci de ne pas transformer ta culpabilité en excuse. Il parut frappé. Je ne sais pas comment réparer ça. Elle regarda la ville derrière lui. Peut-être commence par accepter que certaines choses ne peuvent pas être réparées pour redevenir comme avant. Certaines choses sont reconnues pour ne plus jamais se répéter. Marc semblait plus petit, non pas humilié, mais humain. Est-ce que tu me détestes? La question était presque enfantine. Isabella prend une profonde inspiration. Non, mais je ne te fais plus confiance, et aujourd'hui, c'est cela qui importe le plus. La phrase resta suspendue entre eux avec le poids exact de la vérité. Marc voulait demander une chance, demander du temps, lui demander de voir l'homme repentant qui commençait à émerger sous les ruines du mari arrogant. Mais pour la première fois, il comprit que demander pouvait aussi être une forme de pression. Alors il ne demanda rien. Il dit seulement, je vais retirer Chloé de l'entreprise et tout revoir avec Greg. Sans utiliser ton nom, sans ta signature, sans ton ombre. Isabella l'observa, cherchant le vieux piège, la promesse facile, le geste performatif. Elle ne trouva rien de tout cela. Elle trouva de la fatigue, peut-être de la honte, peut-être un début. Fais-le parce que c'est juste, pas parce que tu veux que je revienne. Il baissa les yeux. Je ne sais pas encore comment séparer l'un de l'autre. La réponse sincère fit moins mal que les anciens mensonges. Isabella se dirigea vers la portière. Avant de partir, elle s'arrêta et dit, « Alors apprends-le loin de moi. » Marc ne l'arrêta pas. La porte se referma lentement, et cette absence choisie par elle avait plus d'autorité que n'importe quel ordre qu'il eût jamais donné. Dans le couloir, Hélène attendit, les documents sous le bras. « Tu as été plus généreuse que la plupart des gens ne l'auraient été, » dit-elle. Isabella secoua la tête. « Ne confonds pas les frontières avec la générosité. Je ne voulais tout simplement pas emporter leurs déchets avec moi. » Elles montèrent ensemble dans l'ascenseur. Alors que les portes commençaient à se fermer, Isabella vit Marc à travers la paroi vitrée du bureau, debout devant la table, entouré de papiers signés et de chaises vides. Elle ne ressentit pas de victoire. Elle ressentit du chagrin, mais c'était un chagrin qui ouvrait une voie. Au rez-de-chaussée, son chauffeur l'attendait. Cette fois, elle ne se dirigea pas vers le siège arrière. Elle marcha vers la portière passager avant, s'arrêta un instant, puis sourit faiblement en elle-même, et fit le tour pour se placer du côté du conducteur. L'homme parut confus. « Vous voulez conduire, madame ?» Elle lui tendit la main. « Oui. » Il lui remit les clés sans discuter. Isabella s'installa, ajusta son siège, régla le rétroviseur et posa ses mains sur le volant. La 10e avenue était encombrée, lente, pleine de klaxons et de cohues. Pourtant, lorsqu'elle démarra le moteur,
elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas le contrôle sur tout. C'était la direction, et cela suffisait. Ce soir-là, Chloé envoya un dernier message à Mark, « Tu vas regretter d'avoir choisi une femme qui t'a détruit. » Il le lut, assis seul dans l'appartement de l'hôtel, sans répondre. Puis il supprima son contact, non pas comme un geste héroïque, mais comme quelqu'un qui ferme enfin une fenêtre par laquelle il a lui-même laissé entrer la tempête. Ensuite, il ouvrit à nouveau les anciens emails d'Isabella. Il y en avait un d'il y a 3 ans avec pour objet, « À propos de nous ». Il n'avait jamais répondu. Et le lut aujourd'hui. Il n'y avait aucune accusation, c'était une demande, « Mark, je ne veux pas gagner des disputes. Je veux sentir qu'il y a encore une place pour moi à tes côtés. » Il se couvrit le visage de ses mains. Et cette fois, le regret ne s'accompagna pas de colère envers elle. Il arriva pur, humiliant et mérité. De l'autre côté de la ville, Isabella se gara devant une petite location à court terme dans le West Village. Elle monta seule, enleva ses chaussures et laissa les clés sur la table. Avant de dormir, elle reçut une confirmation d'Hélène, tous les gels d'avoirs essentiels étaient actifs, les documents signés, les risques maîtrisés. Isabella regarda par la fenêtre l'horizon illuminé de New York et respira. Pour la première fois, la ville ne lui sembla pas être un endroit où elle avait été abandonnée. Elle lui sembla être une route ouverte. Durant la première semaine après la signature, Isabella apprit que la liberté n'arrivait pas comme la scène finale d'un film avec de la musique forte et le vent dans les cheveux. Elle arrivait à travers de petites tâches, presque sans éclat, changer des mots de passe, choisir un nouveau lit, répondre à des messages sans s'excuser d'exister, décider de ce qu'elle mangerait pour le dîner sans calculer si Mark rentrerait irrité. L'appartement temporaire du West Village était plus petit que tous ceux où elle avait vécu ces dernières années. Pourtant, il y avait quelque chose d'immense dans ce salon avec son canapé simple, sa table en bois clair et sa fenêtre donnant sur la ville qui respirait entre les immeubles, les fils électriques et les lumières. Elle se levait tôt, préparait du café, passait les documents en revue avec Hélène, puis marchait vers un espace de co-travail à Tribeca. Là, elle commença à relancer un projet que Mark avait qualifié de passe-temps, un cabinet de conseil en réorganisation patrimoniale pour les femmes qui avaient été écartées de leurs propres décisions financières. Le premier jour, en remplissant un formulaire d'inscription, elle hésita devant la case état civil. Elle ne pleura pas. Elle écrivit simplement « en instance de divorce » et réalisa que cette phrase ne la rabaissait pas. Elle expliquait simplement une transition. Mark, quant à lui, découvrit que perdre Isabella ne signifiait pas seulement dormir sans elle. Cela signifiait trouver son absence dans des endroits où sa présence avait été si silencieuse qu'elle s'apparentait à un meuble. L'équipe financière exigeait des révisions de contrat. Greg assuma temporairement plus d'autonomie. Ryan commença à remettre en question des décisions qu'il acceptait autrefois en silence, et Eleanor, pour la première fois depuis de nombreuses années, dut appeler les gens pour leur offrir des explications plutôt que des ordres. Chloé disparut des événements où elle circulait autrefois comme la remplaçante promise, mais elle laissa assez de traces pour que les portes se ferment avant même qu'elle ne tente de les rouvrir. Certains amis du monde, aussi rapides à flatter qu'à abandonner, commencèrent à la traiter comme un fardeau. Mark reçut 2 messages d'elle la première semaine, 3 la deuxième, aucun la troisième. Elle ne lui manquait pas. Il avait honte d'avoir confondu le frisson d'être désiré avec l'amour. Un vendredi soir, il retourna aux Penthouse de l'Upper East Side uniquement pour récupérer certains objets autorisés. Le concierge, Robert, lui ouvrit l'entrée avec formalité, et Mark, traversant le hall qu'il avait autrefois parcouru en propriétaire, ressentit le poids de n'être qu'un visiteur. À l'intérieur de l'appartement, tout semblait plus honnête sans Chloé et sans Fête. Les meubles choisis par Isabella, les livres dont il ne lui avait jamais demandé si elle les lisait, les plantes dont elle s'occupait même quand il disait qu'elle n'en avait pas le temps, une tasse oubliée au fond d'un placard avec son initiale gravée dessus. Mark trouva dans le tiroir d'un bureau un vieux carnet à couverture grise. Ce n'était pas un journal intime, c'était des notes d'idées, des calculs et des plans pour le projet qu'il avait balayé d'un baiser distrait sur le front et d'une phrase qui le rendait malade aujourd'hui, « Tu pourras regarder ça plus tard, chérie. Ce n'est pas le moment. » Il feuilleta des pages où Isabella dessinait des stratégies, des noms de clientes potentielles, des observations sur des femmes qui ne comprenaient pas leur propre contrat parce que leur mari disait que c'était préférable ainsi. Il s'assit par terre, entouré d'une vie qu'il avait ignorée, et comprit que sa femme n'était pas devenue forte après être partie. Elle était déjà forte.
Il avait simplement préféré la qualifier de silencieuse pour ne pas avoir à reconnaître son intelligence. Ce soir-là, avant de partir, il laissa sa clé sur le comptoir et envoya un court message à Hélène, pas à Isabella, je n'ai pris que ce qui était autorisé. La clé est dans la cuisine. Hélène montra le message à Isabella le lendemain matin autour d'un café dans une boulangerie élégante et calme de Tribeca. Il essaie de bien se comporter, dit l'avocate d'un ton neutre. Isabella remua son café noir, observant le tourbillon de mousse sombre. Bien se comporter n'est pas changé. Hélène sourit légèrement. Je n'ai pas dit que c'en était un. Isabella prit une profonde inspiration. Il y avait des jours où Marc lui manquait d'une manière agaçante. Non pas l'homme qui l'avait humilié, mais l'homme qui apparaissait parfois par éclat au début de leur mariage. Celui qui cuisinait mal et riait de lui-même. Celui qui devenait nerveux avant les réunions importantes. Celui qui lui avait un jour tenu la main pendant une tempête dans les hantons en lui disant qu'il se sentait moins compétitif quand il était avec elle. Elle détestait se souvenir de cela, car un bon souvenir mêlé à une blessure pouvait devenir un piège. « A-t-il demandé à me voir ?» demanda-t-elle. Hélène referma son dossier. « Oui. Il a dit qu'il ne voulait pas discuter du divorce, il veut s'excuser en personne. » Isabella regarda par la fenêtre les gens qui se pressaient dans la rue. Chaque homme qui perd le contrôle découvre de belles paroles. Hélène n'acquiesça pas différemment, et chaque femme qui reprend le contrôle a le choix d'écouter ou non. Isabella resta silencieuse pendant un long moment. « J'écouterai une fois. » Ils fixèrent le rendez-vous dans un café de Tribeca, en plein milieu de l'après-midi. Pas de salle privée, pas de table familiale, pas de bureau d'entreprise, pas de voiture attendant dehors comme une menace. Isabella arriva en avance, non pas par anxiété, mais parce qu'elle aimait choisir sa propre place. Elle s'assit près de la fenêtre face à l'entrée et commanda de l'eau pétillante. Quand Marc entra, elle remarqua qu'il avait un air différent, d'une manière qui ne cherchait pas à paraître séduisante. Sa barbe était taillée, sa veste simple, pas de parfum agressif, pas de montre clinquante au poignet. Il était toujours Marc Brox, portant toujours le corps de quelqu'un habitué à occuper de l'espace, mais il y avait une prudence nouvelle dans ses pas. Il s'arrêta devant la table et ne s'assit pas. « Puis-je » demanda-t-il. Le mot fit presque mal. Isabella désigna la chaise. « Tu peux. » Il s'assit sans s'appuyer complètement contre le dossier, comme s'il savait qu'il n'était pas là pour se détendre. Pendant quelques secondes, ils écoutèrent le cliquetis des tasses, les conversations à voix basse, la machine à expresso. Marc la regarda et dit, « Je ne suis pas venu pour te demander de revenir. » Isabella soutint son regard. « C'est bien, car je ne suis pas venu pour être convaincu. » Il hocha la tête, acceptant cette première limite sans tenter de la négocier. « Je suis venu pour te dire que je suis désolé, mais je sais que cette phrase seule est bien petite. Je suis désolé d'avoir installé Chloé à l'avant. Je suis désolé de ne pas l'avoir corrigée quand elle a dit que tu n'étais une épouse que sur le papier. Je suis désolé pour chaque brunch où j'ai laissé ma mère te rabaisser avec élégance. Je suis désolé d'avoir lu tes emails trop tard. Et je suis désolé d'avoir, pendant des années, qualifié ta douleur de cinéma pour ne pas avoir à qualifier mon comportement de cruauté. » Isabella sentit sa gorge se serrer, mais elle ne détourna pas le regard. La vieille partie d'elle-même voulait apaiser sa culpabilité, lui dire que tout allait bien, que seul l'avenir comptait désormais. La femme nouvelle, ou peut-être la femme véritable, resta silencieuse. Marc passa sa main le long de son verre d'eau sans boire. « J'ai commencé une thérapie. » Elle silla de surprise malgré ses efforts pour ne rien laisser paraître. Il continua, « Je ne dis pas cela pour marquer des points. Je le dis parce que Greg m'a dit que je traitais les gens comme des extensions de ma propre peur. Je me suis mis en colère contre lui, puis j'ai réalisé que c'était vrai. » Isabella parla doucement, « Tu dois aussi traiter l'amour comme une propriété. » Marc hocha la tête. « Oui. » La conversation ne guérit rien sur l'instant, mais pour la première fois, elle ne blessait plus. Marc partagea que Chloé avait essayé de contacter Eleanor, puis Ryan, puis certains contacts mondains, mais qu'elle avait perdu toute influence lorsque les registres internes avaient prouvé que sa curiosité était stratégique. Elle ne fut pas détruite publiquement, elle ne fut simplement plus protégée par le silence. Eleanor, trop fière pour s'excuser directement, avait envoyé un message formel par l'intermédiaire d'Hélène, reconnaissant que les limites financières d'Isabella seraient respectées. Isabella faillit rire en entendant cela. «
Ta mère s'excuse comme si elle rédigeait le procès-verbal d'une réunion. Marc sourit d'un sourire triste pour la première fois. C'est le maximum d'humanité qu'elle puisse rassembler sans s'évanouir. L'humour bref s'évanouit aussitôt après. Elle a aussi demandé si tu accepterais une invitation à dîner un jour. Je lui ai dit que je ne te transmettrais pas cette demande. Isabella sourit. Et pourtant, tu l'as fait. Il secoua la tête. Je l'ai apporté comme une information, pas comme une pression. Tu n'auras plus jamais à remettre les pieds dans cette maison. Isabella regarda la rue. Le mot jamais était fort, parfois nécessaire. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire de cette partie de ma vie. Marc répondit, tu n'as pas besoin de le savoir aujourd'hui. C'était une phrase simple, peut-être la plus généreuse qu'il lui eût jamais dite. Les semaines passèrent. La procédure de divorce avança sans scandale parce qu'Isabella refusa les invitations invisibles à transformer sa douleur en gros titres. Certaines personnes de l'élite de Manhattan tentèrent d'obtenir des détails lors d'événements discrets, avec des questions codées sous une fausse inquiétude. Elle apprit à sourire et à répondre « Je suis très bien entourée, juridiquement et émotionnellement ». La phrase coupait court aux conversations. Son cabinet de conseil, Clear Horizon, commença avec 3 clientes recommandées par Hélène, puis de nouvelles, puis une réunion avec une organisation de soutien aux femmes entrepreneurs. Isabella découvrit une joie étrange à expliquer des clauses, à poser des questions que personne n'avait posées à ces femmes, à les voir se redresser en réalisant que leur ignorance financière était souvent fabriquée par ceux qui en profitaient. Par une matinée pluvieuse, en quittant une réunion dans Midtown, elle s'arrêta sur le trottoir exact où elle était descendue de la voiture de Marc. L'immeuble d'Hélène était là, le passage piéton, le flux de circulation, le bruit vivant et fort de la ville. Pendant une seconde, le souvenir revint complètement, Chloé sur le siège avant, Marc ordonnant de fermer la portière, serrant le dossier contre sa poitrine. Isabella ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle ne vit pas une défaite, elle vit un jalon. Certaines femmes avaient des albums de mariage, elle avait un trottoir où elle était née à nouveau. Marc changea lui aussi, mais pas d'une manière cinématographique. Il perdit temporairement sa présidence exécutive au profit d'un comité de gouvernance suggéré par Greg et approuvé par Ryan. Au début, il ressentit cela comme une humiliation, puis comme une conséquence. Il commença à travailler dans un bureau plus petit sans vue privilégiée, passant en revue des processus qu'il déléguait autrefois avec arrogance. Il s'excusa auprès de Greg. Il s'excuse auprès de Lorraine pour avoir ignoré son inconfort vis-à-vis de Chloé. Il tenta de s'excuser auprès de sa mère pour lui avoir permis de diriger son mariage comme s'il s'agissait d'une filiale de l'entreprise, mais Eleanor lui répondit qu'il se montrait mélodramatique. Cette fois, Marc ne recula pas. Ce n'est pas du mélodrame, mère. C'est juste le nom que nous donnons à la douleur des autres quand elle dérange notre confort. Eleanor se tut. C'était peut-être le début de quelque chose, ou peut-être pas. La nuit, Marc conduisait lui-même. Il n'utilisait plus de chauffeur pour les trajets courts. Au feu rouge, il regardait parfois le siège passager vide et se rappelait que le problème n'avait jamais été de savoir qui y était assis. Le problème était qu'il pensait avoir le droit de décider de la valeur d'une femme d'après le siège qu'il lui offrait. Le divorce fut finalisé quelques mois plus tard, sans guerre publique. Le jour de la signature finale, Isabella et Marc se rencontrèrent de nouveau au bureau d'Hélène. L'avocate resta formelle, expliqua les termes définitifs et s'assura que tout se déroulait comme convenu. Il n'y eut pas de litige vulgaire, pas de réconciliation dramatique de part et d'autre du bureau. Il y avait 2 adultes debout devant les ruines de ce qu'ils n'avaient pas su protéger. Lorsqu'Isabella signa, elle ressentit un pincement au cœur, mais elle n'hésita pas. Marc signa ensuite et passa quelques secondes à contempler son nom sur le document. « J'aurais aimé que ce soit différent, dit-il. » Isabella reboucha le stylo. « Moi aussi, mais regretter après coup ne change pas ce que nous avons permis auparavant. » Il l'accepta. En partant, Hélène resta en arrière, leur laissant quelques mètres d'intimité dans le couloir. Marc s'arrêta près de l'ascenseur. « Es-tu heureuse ?» La question aurait pu être intrusive, mais elle venait sans exigence. Isabella y réfléchit. « J'apprends à ne pas appeler la paix de la solitude. » Il respira comme si cela le touchait plus qu'il ne s'y attendait. « Tu mérites la paix. » Elle le regarda. « Je le sais. C'est cela la différence. » Ce soir-là,
Isabella lança officiellement son cabinet de conseil dans un petit bureau au mur clair, orné de fleurs modestes et d'une plaque simple, Clear Horizon. Elle invita quelques personnes, Hélène, Lorraine, 2 clientes, un ancien professeur d'université et, à sa surprise, Ryan, qui se présenta avec un bouquet de fleurs et une sincère maladresse. Marc ne fut pas invité. Il apprit par sa belle-sœur que l'événement avait été magnifique, et il ne s'en plaignit pas. Il resta chez lui, ouvrit une bouteille d'eau pétillante, pas de vin, et écrivit une lettre. Il ne l'envoya pas. Il ne lui demandait pas de revenir. Il la remerciait seulement d'être partie avant qu'ils ne deviennent tous deux des personnes définitivement méconnaissables. Isabella, lors d'un bref discours, parla sans microphone, sans scène, sans intention de devenir virale grâce à sa douleur. Beaucoup de femmes n'ont pas besoin qu'on leur donne un siège. Elles ont juste besoin d'arrêter d'accepter le siège qui les rabaisse. Hélène sourit. Lorraine essuya une larme discrète. Dehors, New York continuait sa course bruyante, inégale, brillante et dure. À l'intérieur de cette pièce, pourtant, il y avait un nouveau type de silence. Non pas le silence de la soumission, mais le silence de quelqu'un qui peut enfin respirer. Des mois plus tard, Isabella croisa Marc par hasard dans le même café de Tribeca. Elle sortit d'une réunion, tenant un dossier bleu et les clés de sa propre voiture. Il était assis seul, lisant un livre qui, à en juger par la couverture, traitait des dynamiques familiales et de la régulation émotionnelle. En la voyant, il se leva mais ne s'approcha pas trop. « Salut, Isabella. » Elle sourit légèrement. « Salut, Marc. » Il n'y avait pas de Chloé. Il n'y avait pas d'Éléanore. Il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait pas de dette suspendue entre eux à cet instant. Il y avait de l'histoire et des limites. Il lui demanda comment se portait le cabinet de conseil. Elle répondit qu'il grandissait lentement, de la bonne manière. Il dit qu'il s'était éloigné de la présidence pour un temps et que, bien que difficile, cela lui faisait du bien. La conversation dura quelques minutes, sans promesse. Alors qu'il se disait au revoir, Marc regarda la rue. « Tu conduis. » Elle montra ses clés. « Dès que je le peux. » Il sourit avec triste et respect. « Ça te va bien. » Isabella accepta la phrase sans en faire une invitation. « Prends soin de toi, Marc, » répondit-elle. « Toi aussi. » Et cette fois, aucun des deux ne tenta de retenir l'autre au mauvais endroit. Isabella sortit sur le trottoir où le soleil de fin d'après-midi dorait les immeubles et où la circulation commençait à se densifier. Sa voiture était garée à quelques mètres. Elle déverrouilla la portière, s'installa sur le siège conducteur et resta immobile un instant, regardant le volant sous ses mains. Elle se souvint de la nuit sur Park Avenue, du siège arrière, de la voix de Marc disant que ce n'était qu'un siège, de Chloé souriant dans le miroir. Elle se souvint aussi d'elle-même ouvrant la portière, posant le pied sur le pavé, et choisissant de disparaître convenablement. Elle sourit à présent, sans amertume, car elle n'avait pas disparu. Elle s'était seulement retirée du champ de vision de quelqu'un qui ne savait pas la voir. Elle démarra la voiture, ajusta le rétroviseur et vit son propre visage, plus serein, plus mûr, moins disposé à confondre l'amour avec l'autorisation. À la radio, une chanson douce remplit le silence. Avant de s'engager sur l'avenue, elle reçut un message d'Hélène, première intervention publique confirmée pour le mois prochain. Isabella répondit, continuons d'avancer. Puis elle s'inséra dans la circulation new-yorkaise, sans hâte d'atteindre une vie parfaite. Il lui suffisait qu'elle soit la sienne. De l'autre côté de la vitre du café, Marc la regarda partir. Il ne courut pas après elle. Ce fut peut-être son plus grand geste d'amour tardif, la laisser partir sans transformer son départ en une autre compétition. Il se rassit, ouvrit son livre, mais mit un moment à lire. Il pensa au siège avant, au siège arrière, à toutes les places qu'il avait distribuées comme si les gens étaient des meubles dans une pièce. Il pensa que peut-être il ne récupérerait jamais Isabella, et qu'accepter cela était la première chose décente qu'il faisait pour elle. Lorsqu'il baissa enfin les yeux vers la page, son téléphone vibra avec un message d'Éléanore lui demandant s'il viendrait au brunch du dimanche. Et répondit, « Je viendrai, mais pas pour faire semblant que tout va bien. » Sa mère le laissa sans réponse. Marc faillit sourire. Dehors, Isabella continuait de conduire, petite parmi les voitures, les bus et les lumières, mais entière d'une manière qu'il n'avait jamais su lui permettre. Et la ville qui, en cette nuit de douleur, avait été témoin de son départ,
était à présent témoin d'autre chose, une femme qui n'avait besoin d'occuper le siège avant de personne parce qu'elle avait enfin choisi sa propre direction. 6 mois après le divorce, Isabella apprit que recommencer ne signifiait pas effacer Mark, Chloé ou la famille Brox de sa mémoire. Cela signifiait se souvenir sans saigner à nouveau de la même blessure. Le cabinet de conseil, Clear Horizon, avait grandi plus qu'elle ne l'espérait. Ce n'était pas une énorme entreprise, et il n'occupait pas un étage entier à Hudson Yard, mais il possédait quelque chose qu'aucun des salons de la famille Brox n'avait jamais eu, des femmes qui y entraient avec de la peur et en ressortaient les épaules légèrement moins voûtées. Isabella aidait des épouses, des veuves, des filles d'hommes d'affaires, de petites entrepreneuses, et même des femmes de famille traditionnelles qui, pendant des années, avaient signé des documents sans comprendre ce qu'elles cédaient. Chaque fois que l'une d'elles disait « Je me sens invisible », Isabella prenait une profonde inspiration parce qu'elle connaissait ce mot de l'intérieur. Ce matin-là, elle était invitée à donner une conférence dans un petit auditorium de Manhattan. Le thème était simple mais puissant, l'autonomie, la dignité et les choix au sein des relations. Helen Carter était au premier rang, fière comme quelqu'un qui regarde une blessure se transformer en outil. Lauren se présenta également discrètement, apportant des fleurs blanches et des excuses qui ne prirent pas la forme d'un discours, mais de cadeaux. Isabella monta sur scène sans robe voyante, sans bijoux exagérés, sans chercher à paraître invincible. Elle portait un tailleur pantalon clair et tenait seulement quelques feuilles de notes. Quand elle regarda le public, elle vit de nombreuses femmes en silence. Certaines avaient les yeux fatigués, d'autres serraient fermement leur sac à main. Isabella reconnut ce geste, c'était le geste de celle qui portait encore des documents, des peurs et des excuses dans le même espace. Elle commença sans dramatiser. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'amour consistait à rester. Puis j'ai découvert que, parfois, l'amour de soi consiste à savoir partir. L'auditorium devint silencieux. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence attentif, plein d'histoires non dites. Isabella continua, beaucoup de gens pensent qu'une humiliation doit être massive pour justifier une rupture. Mais parfois, l'âme ne se brise pas dans un scandale. Elle s'use dans de petites scènes, une chaise qui n'est jamais offerte, une réunion dont on vous exclut, une plaisanterie que tout le monde fait semblant de ne pas entendre, un siège arrière où l'on vous dit de vous asseoir, comme si votre place était toujours secondaire. Elle s'arrêta un instant car sa propre voix faillit se briser. Mais elle ne se brisa pas. La nuit où j'ai demandé à descendre de la voiture, je ne fuyais pas. Je revenais à moi-même. Au fond de l'auditorium, Mark écoutait sans bouger. Il n'avait dit à personne qu'il venait. Il avait acheté le billet sous un autre nom, s'était assis au tout dernier rang et s'était promis de ne pas s'approcher si sa présence la dérangeait. Il n'était pas là pour être pardonné, il était là pour témoigner, peut-être pour la première fois, sans chercher à être le centre de l'attention. Quand Isabella parla du siège arrière, Mark sentit la honte lui transpercer la poitrine comme quelque chose de mérité, mais de différent d'auparavant. Il ne transforma pas cette honte en colère, il baissa simplement les yeux et l'accepta. À côté de lui, une femme plus âgée notait des citations dans un carnet. Devant, une jeune femme essuyait des larmes discrètes. Mark comprit tardivement que la douleur d'Isabella n'avait jamais été petite, ce qui était petit, c'était sa propre perspective. Après la conférence, quelques femmes s'approchèrent d'Isabella. L'une d'elles, en robe bleue et la voix tremblante, dit « Mon mari décide de tout parce qu'il dit que je ne comprends pas l'argent. » Isabella lui tint les mains avec soin. Alors la première étape n'est pas de se battre. C'est d'apprendre. Le savoir vous redonne votre voix avant même de vous redonner votre courage. Une autre femme lui demanda si partir était toujours la solution. Isabella répondit honnêtement, non, chaque histoire a son chemin, mais rester ne peut jamais signifier disparaître. Hélène, qui écoutait à proximité, sourit avec une émotion contenue. C'était là la différence entre la vengeance et la transformation. La vengeance se serait terminée par la chute de Mark, la transformation commençait ici même, lorsque l'histoire d'Isabella cessait d'être seulement une blessure pour devenir un pont pour d'autres femmes. Lorsque l'auditorium se vida, Mark resta près de la sortie. Isabella le vit. Elle ne tressaillit pas, elle ne se raidit pas, elle ne sourit pas comme autrefois. Elle marcha simplement vers lui avec sérénité. « Tu es venu, dit-elle. » Mark garda ses mains devant lui, sans essayer de la toucher. « Je suis venu pour écouter. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit. » Elle hocha la tête. « Et qu'as-tu entendu ?» Il prit une profonde inspiration.
Que j'ai passé des années à qualifier de cinéma tout ce qui te détruisait. Isabella soutint son regard. Il y avait de la douleur, mais pas de dépendance. Il y avait du souvenir, mais pas de prison. Marc continua, j'ai aussi entendu que tu as transformé le pire jour de ta vie en quelque chose qui aide d'autres personnes. Je n'aurais jamais eu ce genre de grandeur. Isabella répondit, ne t'en fais pas. La grandeur ne n'est pas toute faite. Parfois, elle apparaît lorsque nous refusons de rester petits à l'intérieur de l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Dehors, les rues de Manhattan continuaient de s'animer, bondées, vivantes, impatientes. Marc regarda la rue, puis elle. Tu me manques toujours. Isabella ne détourna pas le regard. Je sais. Il esquissa presque un sourire triste. Mais je ne vais pas me servir de cela pour te retenir. Pour la première fois, elle vit en lui une forme de respect qui n'avait pas besoin d'être proclamée. C'est bien, Marc. Il hocha la tête. J'apprends tardivement. Isabella prit son sac sur une table. Apprendre tard vaut toujours mieux que de continuer à prétendre qu'il n'y a pas de leçon. Ils marchèrent ensemble vers la sortie, mais pas en tant que couple. Comme deux personnes qui avaient partagé un amour, une ruine et une conséquence. Sur le trottoir, Marc lui demanda s'il voulait qu'il lui appelle une voiture. Isabella montra ses propres clés. J'ai conduit jusqu'ici. Il sourit faiblement. Bien sûr. Elle déverrouilla la voiture, posa son sac sur le siège passager et s'arrêta avant de monter. Pendant un instant, ils regardèrent tous deux ce siège vide. Aucun d'eux ne dit rien, mais ils comprirent tous deux, cette place n'était plus un trophée, un litige ou un symbole d'humiliation. C'était juste un siège. La valeur d'Isabella n'y avait jamais été liée. Marc fit un pas en arrière. Bonne nuit, Isabella. Elle répondit, bonne nuit, Marc. Puis elle monta en voiture, ajusta son rétroviseur et démarra le moteur. Elle ne regarda pas en arrière immédiatement, non par orgueil, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de vérifier s'il la regardait. Pour la première fois depuis des années, être vue cessait d'être une nécessité urgente. Tandis qu'elle conduisait dans Manhattan, Isabella sentit la ville défiler sous forme de lumière, de bruit et de mouvement. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles, des souvenirs inattendus, des papiers à régler, des nuits où la solitude pesait plus lourd. Mais à présent, elle savait une chose que personne ne pourrait lui enlever, descendre du siège arrière ne signifiait pas vaincre quelqu'un, cela signifiait ne plus s'abandonner soi-même. À un feu rouge, elle reçut un message d'Hélène, « Tu as été brillante aujourd'hui. » Isabella sourit et répondit, « J'ai été vraie. Aujourd'hui, cela suffit. » Quand le feu passa au vert, elle avança. Non pas en tant qu'épouse de quelqu'un, non pas en tant qu'ex de quelqu'un, non pas en tant que femme humiliée qui faisait un retour pour prouver sa valeur. Simplement en tant qu'Isabella, entière, imparfaite, libre, et enfin maîtresse de sa propre direction.